Je me souviendrai toujours de l'odeur du désinfectant dans le couloir de l'hôpital ce jour-là. Non pas parce qu'elle était agressive, mais parce qu'elle agissait comme un rappel à la réalité. Au moment où Christophe est tombé à genoux devant moi, cette odeur clinique et froide a été comme un scalpel, tranchant net l'illusion que j'avais entretenue pendant 6 ans. Camille, je t'en supplie. Les genoux de Christophe ont percuté le linoléum dans un bruit sourd. Il portait le manteau en laine anthracite que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière. Le col était un peu froissé, ses yeux étaient injectés de sang, et sa voix tremblait d'une manière que je n'avais jamais entendue. Je l'ai regardé, mes doigts serrant fermement le formulaire de consentement éclairé. Mes ongles s'enfonçaient inconsciemment dans mes paumes. Il va mourir. Non, elle va mourir. Il a levé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Les médecins disent que si elle ne reçoit pas de greffe aujourd'hui, Mathilde ne passera pas la semaine. Tu es la seule compatible. Camille, tu es la seule qui puisse la sauver, Mathilde. Son amour d'université. La femme qui, 1 mois seulement avant notre mariage, avait soudainement reçu un diagnostic de maladie hépatique héréditaire. J'aurais dû être furieuse. J'aurais dû lui jeter ce formulaire au visage et m'en aller, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, écoutant le son rythmé de ma propre respiration, régulière, comme un pendule. Christophe, est-ce que tu comprends ce que tu me demandes? Ma voix paraissait si plate que j'avais du mal à me reconnaître. Tu demandes à ta femme de se faire retirer un morceau de son foie pour sauver ton ex-petite amie. Elle va mourir. Soudain, il m'a attrapé le poignet avec une telle force que mes os ont protesté. Je sais que ce n'est pas juste pour toi, mais elle va vraiment mourir. Je lui dois la vie, Camille. Je lui dois ma vie. J'ai répété doucement cette phrase, comme si je mâchais un fruit couvert d'épines. Et qu'est-ce que tu me dois, à moi? Il s'est figé. Au bout du couloir, le bruit d'un chariot d'infirmière a résonné, le grincement des roues rebondissant sur les murs vides. J'ai plongé mon regard dans le sien. Ces mêmes yeux qui semblaient autrefois si pleins d'un amour profond. En ce moment, je n'y voyais qu'un sentiment de droit absolu. Pour lui, il était évident que j'accepterais. Tout comme, au cours des 6 dernières années, il avait considéré comme acquis. Que je renonce à devenir associée dans mon cabinet d'avocat, dans le 8e arrondissement, pour devenir la conseillère juridique interne non rémunérée de sa start-up technologique. Il considérait comme acquis que je révise des contrats à 3 heures du matin et que je serve le café à ses parents, avec un sourire le lendemain. Il croyait sincèrement que tout ce qui m'appartenait, mon temps, ma carrière, mon corps, étaient des ressources à sa disposition personnelle. « Lève-toi d'abord », ai-je dit. « Tu es d'accord ?» Ses yeux se sont instantanément éclairés. J'ai dit « Lève-toi d'abord ». Il s'est relevé, brossant la poussière sur ses genoux. J'ai remarqué l'écran de son téléphone s'allumer dans sa main. En haut de son application WhatsApp, le nom Mathilde était épinglé. Le dernier message, envoyé il y a 3 minutes, disait « Est-ce qu'elle a accepté ?» J'ai détourné les yeux de son téléphone pour regarder à nouveau le formulaire de consentement éclairé. Il couvrait l'évaluation préopératoire, les risques chirurgicaux et comportait un espace vide pour la signature et l'empreinte digitale du donneur. Tout avait été préparé à la perfection. Il n'attendait qu'un trait de ma plume. « Qui a préparé ce formulaire de consentement éclairé ?» ai-je demandé, connaissant bien les protocoles hospitaliers. « Je te demande qui a dit à l'hôpital de rédiger ça ?» Le regard de Christophe a fui sur le côté. Ce regard fuyant ne m'était que trop familier. Après avoir travaillé comme avocate de contentieux pendant 6 ans, j'avais vu cette expression exacte sur les visages d'innombrables témoins à la barre. Cela signifiait qu'il choisissait soigneusement ses mots. J'en ai discuté avec son médecin traitant. Vous savez, trouver un donneur compatible est incroyablement rare. Tous tes indicateurs. Mes indicateurs? Je l'ai coupé. Le mois dernier, lors de mon examen physique annuel à la clinique, le médecin-chef m'a dit que mon taux d'enzyme ALAT était élevé et m'a recommandé un suivi. Christophe, une personne avec un taux d'ALAT élevé n'est pas un donneur approprié pour une greffe de foie. Un silence pesant s'est installé. 3 secondes. Pendant ces 3 secondes, j'ai regardé l'expression de Christophe passer de la panique au calme, puis du calme à une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. C'était ton examen précédent. Les résultats du suivi sont revenus tout à fait normaux, a-t-il dit. Et qui a effectué le suivi? Le docteur Évrard, de cet hôpital. Le docteur Évrard. J'ai hoché la tête. Le même médecin à qui Christophe avait payé des tournées de Bourbon à 3 reprises. Le même qui l'avait aidé à régler discrètement un procès pour faute médicale l'année dernière. Les lèvres de Christophe ont tressailli, mais il est resté silencieux. J'ai ressenti un frisson, et cela n'avait rien à voir avec la climatisation de l'hôpital. C'était ce genre de froid glacial qui s'insinue directement dans les os. J'étais mariée depuis 6 ans, pensant avoir épousé un homme un peu indécis, mais fondamentalement bon. Ce n'est que maintenant que je réalisais qu'un homme bon ne cherche pas un médecin corrompu pour falsifier un bilan de santé quand la santé de sa femme est réellement en question. « Tu as falsifié mes résultats médicaux », ai-je dit. Ce n'était pas une question. « Camille, écoute-moi. Tu as falsifié mes résultats médicaux », ai-je répété. Ma voix restait remarquablement calme. « Pour contourner les protocoles chirurgicaux, tu as falsifié les données médicales de ta femme. » Christophe, as-tu la moindre idée que si quelque chose tourne mal sur cette table d'opération à cause de mes problèmes de santé sous-jacents, tu ne seras pas seulement accusé de fraude médicale? Tu seras accusé d'homicide involontaire. Il a pâli,
Mais seulement un instant. La seconde suivante, il a repris cette expression familière. Victime, impuissant, acculé. Je n'avais pas d'autre choix. Sa voix a baissé d'un ton. Tu ne pourrais pas comprendre ce qu'il y a entre elle et moi. Je n'ai pas besoin de comprendre. J'ai plié le formulaire de consentement éclairé et je l'ai glissé dans mon sac. Qu'est-ce que tu fais? Il a paniqué. Je le ramène à la maison pour le lire, ai-je répondu. Après tout, c'est un document juridique concernant mon corps. Je dois l'examiner attentivement. Donne-moi 2 jours. 2 jours? Elle ne tiendra peut-être pas 2 jours. Alors trouve un autre donneur. Alors que je me retournais, j'ai entendu la voix tendue de Christophe derrière moi. Camille. Quand es-tu devenue si insensible? Je ne me suis pas retournée parce que je ne voulais pas qu'il me voie sourire. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire amèrement toxique de quelqu'un qui voit enfin la vérité absolue. Insensible. Pendant 6 ans, j'ai sacrifié ma carrière, ruiné ma santé et vidé mes économies pour maintenir sa start-up à flot. Et maintenant, quand il exige qu'on m'ouvre le ventre pour lui donner mes organes, je refuse, et c'est ce qu'on appelle être insensible. Au moment où j'ai franchi les portes de l'hôpital, le vent cinglant de Paris a fouetté mon col. Je me suis tenue sur les marches en béton, j'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai tapé 3 lignes. 1. Vérifier tous les registres de transfert de brevets au nom de Christophe. 2. Enquêter sur les liens financiers entre le docteur Évrard et Christophe. 3. Demander les données brutes de mon examen physique original. 3 tâches, 3 fils, 3 clous dans le cercueil. Mes pouces tapaient sur l'écran, lettre après lettre, avec une certitude absolue. La Camille qui avait été invisible dans son mariage pendant 6 ans est morte à ce moment précis. Je ne suis pas rentrée directement chez moi. J'ai conduit jusqu'à une brasserie ouverte 24 heures fra 24 dans le quartier du Marais. C'était un endroit que je fréquentais lors de mes nuits de travail acharnées au cabinet d'avocat. Le Wi-Fi était puissant dans le box au fond et personne ne me connaissait là-bas. J'ai commandé un café noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. En tant que directrice juridique nominale de la société de Christophe, Apex Tech, j'avais un accès administratif complet au réseau interne de l'entreprise. C'est moi qui avais construit son architecture juridique et administrative lors de la création de la SARL. Christophe ne s'était jamais soucié de ces détails techniques. Il ne savait pas que ces détails allaient devenir sa vulnérabilité fatale. D'abord, j'ai consulté le registre des brevets de l'entreprise pour les 6 derniers mois. 5 minutes plus tard, ma main s'est figée sur le pavé tactile. L'écran montrait clairement que les 3 brevets de base de l'entreprise, pour la technologie d'IA d'imagerie médicale, avaient été transférés via un accord de licence, il y a 2 mois. L'entité bénéficiaire était répertoriée sous le nom de Mathilde Biotech SARL. Mathilde Biotech. Mathilde. J'ai extrait les documents d'immatriculation de la SARL auprès de Tracfin et de l'administration. PDG, Grégory Clark, le père de Mathilde. Capital social, 500 000 €. Libéré, 0 €. L'adresse enregistrée correspondait parfaitement à l'appartement de Mathilde. Je me suis adossée à la banquette en vinyle et j'ai fermé les yeux une seconde. Ces 3 brevets étaient les actifs les plus précieux d'Apex Tech. Ils étaient le résultat de ma propre sueur et de mon sang. J'avais personnellement rédigé la stratégie de protection de la propriété intellectuelle et passé 8 mois à traiter avec l'INPI pour les obtenir. Leur évaluation prudente était d'au moins 4 millions d'euros et Christophe venait de les remettre à la famille de Mathilde en guise de compensation. J'ai pris ma tasse et j'ai bu une gorgée. L'amertume du café noir était parfaite. Puis j'ai pris mon téléphone et envoyé un SMS. « Lorraine, tu peux parler ?» Mon téléphone a sonné 10 secondes plus tard. « En pleine nuit? Qui est mort ?» La voix de Lorraine était pâteuse. C'était mon ancienne camarade d'université qui dirigeait maintenant l'un des meilleurs laboratoires de police scientifique de la ville. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » ai-je dit. Le mois dernier, je passais mon examen annuel à la clinique. Je t'enverrai le numéro du rapport par WhatsApp. J'ai besoin que tu récupères les données brutes du laboratoire pour ce dossier. Tu soupçonnes que le rapport a été falsifié? Je n'en soupçonne rien. J'en suis certaine, mais j'ai besoin des données brutes comme preuve formelle. Lorraine est restée silencieuse quelques secondes. Tu sais, extraire des données brutes nécessite de déclencher un protocole d'audit médico-légal. J'ai besoin d'une demande juridique formelle. Je vais te transmettre une demande formelle. Je suis à la fois la cliente et la victime. Si mes données médicales ont été falsifiées pour passer les contrôles juridiques et médicaux d'une greffe d'organes, tu comprends la nature de cette affaire mieux que moi. 5 secondes de silence total sur la ligne. Tu es sérieuse? Le ton de Lorraine a complètement changé. Donne-moi 3 jours. Tu auras tous les documents. Très bien. Je déposerai la demande demain matin. Camille. Elle a marqué une pause. Fais attention à toi. Après avoir raccroché, j'ai continué à fouiller dans le système de l'entreprise. À 1h47 du matin, j'ai trouvé un dossier crypté sur le drive personnel de Christophe. Le dossier portait simplement la lettre M. J'ai deviné le mot de passe au 3e essai, la date d'anniversaire de Mathilde. L'imagination de cet homme en matière de cybersécurité était totalement dépassée par son imagination pour la trahison. Il y avait 3 éléments dans ce dossier. Premièrement, des captures d'écran de sa conversation WhatsApp avec le docteur Évrard. Le contenu était explicite. Christophe demandait au docteur Évrard de l'aider à ajuster les données de l'évaluation préopératoire du donneur. Le docteur Évrard a répondu
Aucun problème. Je vais arranger ça avec la clinique. Deuxièmement, le protocole de transfert de brevet signé par Christophe. La date remontait exactement à 1 mois avant son dépôt auprès de l'INPI. Le dernier paragraphe du mémo disait « Le transfert à titre gratuit des 3 brevets susmentionnés sert de compensation personnelle de ma part à Mathilde Clark et sa famille. Cette décision n'a rien à voir avec Camille Foster. » N'a rien à voir avec Camille Foster. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. La moitié du capital de départ pour développer ces brevets provenait de la vente de mon appartement acquis avant le mariage. C'est moi qui ai élaboré la stratégie de propriété intellectuelle. J'ai déposé les demandes. J'ai même corrigé les revendications techniques pour lui, mot pour mot, alors que j'étais alitée, en pleine convalescence après une fausse couche. N'a rien à voir avec Camille Foster. Le troisième élément a fait s'arrêter mon cœur une fraction de seconde. C'était une photo d'échographie. L'image montrait la silhouette minuscule et courbée d'un fœtus. Au dos de la photo, quelqu'un avait écrit à la main « Christophe, c'est notre bébé ». L'écriture de Mathilde. La date datait d'il y a 1 an. Quand j'ai posé ma tasse de café, mes doigts ont enfin commencé à trembler. Pas de colère, ni de chagrin, mais par un sentiment d'absurdité écrasant et total. Mon mari me demandait de me faire retirer un morceau de foie pour sauver la femme qui avait porté son enfant, et il appelait ça lui devoir la vie. J'ai refermé l'ordinateur et j'ai regardé par la grande fenêtre de la brasserie. Les lumières de la ville vacillaient comme des étincelles froides sous la bruine de Paris. Mon reflet dans la vitre était flou, mais mon regard était clair. Tellement clair que cela m'effrayait. J'ai rouvert l'application de notes et ajouté une 4e ligne sous les 3 précédentes. 4. Le bébé de Mathilde. Faire un test de paternité. Pas pour confirmer que Christophe était le père. À ce stade, honnêtement, cela ne m'importait plus beaucoup sur le plan émotionnel, mais parce que je suis avocate, et l'instinct d'un avocat est de vérifier chaque fait avant de tirer une conclusion. Surtout les faits qui semblent être des évidences absolues. À 2h15 du matin, j'ai payé l'addition, et je suis sortie de la brasserie. Le vent de la nuit était violent, ébouriffant mes cheveux. Alors que j'attendais mon Uber sur le trottoir, l'écran de mon téléphone s'est éclairé. Un message de Christophe. « Est-ce que tu y as réfléchi? L'opération est prévue pour demain à 10h. Viens directement à l'hôpital. » Il n'a pas demandé où j'étais. Il n'a pas demandé si j'avais mangé. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Juste un ordre. J'ai fixé le message, supprimé la réponse furieuse que j'avais tapée instinctivement et j'ai réécrit. « D'accord, je serai là. » J'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai esquissé un léger sourire. Bien sûr que je serai là. Seulement, ce que j'apporterai à l'hôpital ne serait pas un formulaire de consentement éclairé signé, mais un règlement de compte qu'il ne pourrait même pas imaginer dans ses pires cauchemars. Le lendemain matin à 8h, je suis arrivée à l'hôpital pile à l'heure. Christophe m'attendait au bout du couloir du service de chirurgie, tenant 2 tasses de café. Son visage affichait une expression de tendresse et de culpabilité méticuleusement travaillée. « Tu as bien dormi ?» Il m'a tendu une tasse. « Prends quelque chose de chaud. » Je l'ai prise et j'en ai bu une gorgée. Je vais bien. « À quelle heure est l'opération ?» 10h. Tu dois d'abord passer une dernière consultation préopératoire. Viens avec moi. Il a tendu la main pour prendre la mienne, mais je me suis écartée très naturellement, utilisant cette main pour tenir mon café. Il ne l'a pas remarqué ou a choisi de l'ignorer. En chemin vers la salle de consultation, nous sommes passés devant les vitres du service de réanimation. Les pas de Christophe ont ralenti malgré lui, ses yeux fixés sur le lit à l'intérieur. Mathilde était allongée là. Sa peau avait une pâleur jaunâtre. Elle avait beaucoup maigri. Des tubes la reliaient à des moniteurs qui bipaient. Elle est sous assistance hépatique artificielle en ce moment, a chuchoté Christophe. Les médecins disent qu'elle peut tenir encore 5 jours maximum. J'ai regardé son visage et, à ma propre surprise, je n'ai ressenti absolument aucune haine. Haïr une personne en phase terminale est trop facile. Tellement facile que ça en devient dérisoire. Mon adversaire n'avait jamais été elle. C'était l'homme debout juste à côté de moi. L'homme qui me considérait comme un dommage collatéral. On y va, ai-je dit. La consultation préopératoire avait lieu au 3e étage. Elle était dirigée par le tristement célèbre docteur Évrard. Il avait la 50aine, était légèrement en surpoids et portait des lunettes à monture dorée. En me voyant, il a affiché un sourire exceptionnellement chaleureux. « Camille, vous êtes venue. Je vous en prie, asseyez-vous. » Le docteur Évrard s'est levé pour me verser un verre d'eau. « Christophe m'a dit hier que vous aviez accepté l'opération. C'est vraiment un acte héroïque. » « Rien d'héroïque, ai-je dit en m'asseyant. Juste le sens du devoir. Vous avez une vision admirable des choses, Camille. » Le docteur Évrard s'est rassis et a ouvert un dossier. Passons brièvement en revue le protocole. Voici votre rapport d'évaluation préopératoire. Tous les indicateurs sont largement dans les normes. Vous répondez parfaitement aux critères de donneur. Docteur Évrard, je l'ai coupé. J'ai une question. Quel est mon taux d'alate? Le sourire du docteur Évrard s'est figé pendant une demi-seconde. Si je n'étais pas avocate, si je n'avais pas contre-interrogé des centaines de témoins, j'aurais pu rater cette demi-seconde. 42. Il a baissé les yeux vers le rapport et a parlé un peu plus vite. C'est tout à fait normal. La limite supérieure de la plage de référence est de 40. Votre légère élévation est une fluctuation standard. Cela n'aura aucun impact sur l'opération. 42, ai-je répété. Pourtant, je me souviens que lors de mon examen médical le mois dernier,
Il était à 87. Il est passé de 87 à 42 en seulement un mois. Une baisse de plus de 50%. Docteur Évrard, en tant que spécialiste en hépatologie, considérez-vous que cela soit conforme aux lois physiologiques normales? Le docteur Évrard a refermé le dossier. Il a regardé Christophe. Christophe m'a regardé. J'ai posé mon café sur le bureau et j'ai sorti mon téléphone. Je ne suis pas venu ici pour faire un scandale. Mon ton était aussi cordial que si je discutais lors d'un cocktail. Je voulais juste vous prévenir. Hier soir, j'ai officiellement chargé un laboratoire médico-légal de réclamer mes données brutes à la clinique. Nous devrions avoir les résultats dans environ 3 jours. Le visage du docteur Évrard est devenu livide. Christophe a fait un pas en avant. Camille, laisse-moi t'expliquer. J'ai levé la main pour l'arrêter, gardant mes yeux fixés sur le docteur Évrard. Les données brutes sont générées directement par les équipements de laboratoire. Elles ne peuvent être ni falsifiées ni supprimées. Si les données brutes ne correspondent pas au rapport que vous venez de me remettre, docteur Évrard, je pense que vous en comprenez les conséquences mieux que moi. Falsifier les dossiers médicaux d'un donneur pour faciliter une greffe d'organes. Comment cela est-il qualifié selon les lois sur la fraude médicale et la loi de bioéthique? Je n'ai pas besoin de vous faire un cours de droit, n'est-ce pas? Une fine pellicule de sueur est apparue sur le front du docteur Évrard. Il a ouvert la bouche et ses yeux se sont de nouveau tournés vers Christophe. Cette fois, ce n'était pas un regard pour demander de l'aide. C'était un regard de pur ressentiment. Tu m'avais dit qu'elle ne vérifierait pas. J'ai mentalement traduit le regard pour lui. Camille, le docteur Évrard a dégluti difficilement. Il y a peut-être eu une petite erreur administrative lors de la saisie des données. Je vais tout faire revérifier immédiatement. Ce ne sera pas nécessaire. Je me suis levée et j'ai pris le rapport d'évaluation préopératoire sur le bureau. Je vais emporter ce rapport avec moi, comme preuve. Vous ne pouvez pas prendre ça. C'est un dossier de l'hôpital. C'est mon document médical personnel. J'ai tout à fait le droit au consentement éclairé et à la possession de mes propres dossiers, en vertu du secret médical et du RGPD. Docteur Évrard, essayez-vous d'empêcher une patiente d'accéder à son propre dossier médical? Le docteur Évrard s'est emmuré dans le silence. J'ai soigneusement plié le rapport, je l'ai glissé dans mon sac à main et j'ai fermé la fermeture éclair. Chaque mouvement était fluide, sans aucun geste superflu. Christophe se tenait près de la porte, le visage cendré. Camille. Sa voix était étouffée, comme s'il forçait les mots à travers ses dents. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Je veux que tu marches avec moi. Je l'ai frôlé. Parlons en privé. Il m'a suivi. Nous avons descendu le couloir et pris les escaliers jusqu'au toit de l'hôpital. Le vent glacial de l'hiver a immédiatement fouetté le bas de son manteau. Qu'est-ce que tu as découvert? Il est allé droit au but. À ton avis, Christophe? Ne tournons pas autour du pot. Je me suis retournée pour lui faire face. Les toits de Paris s'étendaient derrière lui. J'ai vu les transferts de brevets. Ses pupilles se sont rétractées. Ces 3 brevets sont les actifs principaux de la société. Sans une résolution du conseil d'administration, sans mon consentement en tant qu'actionnaire, tu les as transférés gratuitement à une SARL écran enregistrée au nom du père de Mathilde. Christophe, comment appelle-t-on cela dans le monde des affaires? On appelle ça un abus de biens sociaux et un manquement aux devoirs fiduciaires. La moitié des fonds pour développer ces brevets provenaient de mes biens acquis avant le mariage. J'ai rédigé la stratégie de propriété intellectuelle. Quand tu les as cédés, as-tu pensé une seule seconde que mon sang y était mêlé? Le vent hurlait entre nous. Les lèvres de Christophe ont tremblé, puis il a eu exactement la réaction que j'attendais. Camille, je suis tellement désolée. Ses larmes ont coulé soudainement, sans prévenir. Mais Mathilde est vraiment en train de mourir. Son foie peut lâcher à tout moment. Sa famille m'a supplié. Je ne pouvais pas rester là à la regarder mourir. J'ai transféré ses brevets à son père, parce que sa famille est complètement ruinée à cause de ses frais médicaux. Alors tu as utilisé mes actifs pour boucher leurs trous? Je vais tout récupérer. Une fois qu'elle sera rétablie, je te le jure, une fois qu'elle ira mieux, je l'ai fixée du regard. Et comment comptes-tu organiser les choses une fois qu'elle ira mieux? Tu vas me garder dans le rôle de l'épouse fidèle et aveugle? Ou tu t'attends à ce que j'accueille généreusement ton enfant et elle dans nos vies? Ses larmes se sont brusquement arrêtées. En une seconde, l'air s'est figé. J'ai vu une panique pure au fond de ses yeux. Ce n'était pas la panique d'avoir été pris en faute. C'était la terreur de se demander « Comment peut-elle savoir ça aussi? Quel enfant ?» a-t-il bégayé. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je ne signerai pas le formulaire de consentement éclairé, ai-je dit. Trouve une autre option pour la chirurgie. Je ne participe pas. Tu ne peux pas faire ça. Il m'a saisi le bras. Mathilde va mourir. Sa vie et sa mort ne sont pas de ma responsabilité. J'ai repoussé son bras. Mais les conséquences du fait que tu as simulé mon examen physique, falsifié des données médicales et détourné les actifs de la société, ça, c'est ta responsabilité. Tu vas me dénoncer à la police? Sa voix est soudainement devenue glaciale, comme si une personne complètement différente se tenait devant moi. J'ai plongé mon regard dans le sien. La chaleur avait complètement disparu, révélant la vérité absolue qui se cachait derrière. Le calcul. Il évaluait le prix qu'il aurait à payer si j'allais voir les autorités, et comment il pourrait minimiser ses pertes. Cette expression était le vrai visage de Christophe. Je n'ai pas dit que j'allais te dénoncer. J'ai fait un pas en arrière. J'ai juste dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir.
Donne-moi 3 jours. Dans 3 jours, elle pourrait être morte. Alors tu ferais mieux de prier pour qu'elle tienne le coup. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie du toit. À la porte, je me suis arrêtée et, sans me retourner, j'ai lancé ma dernière phrase. Oh, au fait, tu te souviens de cet avenant au pacte d'associés concernant la propriété croisée des actions? Celui que tu as signé le mois dernier? Tu devrais peut-être relire attentivement l'article 17. Je suis montée dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Alors que les portes se fermaient, je me suis appuyée contre la paroi métallique et j'ai fermé les yeux. Les marques en forme de croissant de lune, laissées par mes ongles, pulsaient encore dans mes paumes, mais mon esprit était incroyablement clair. Il irait certainement vérifier cet accord, et quand il le ferait, il découvrirait exactement ce que stipulait l'article 17. Dans le cas où un actionnaire serait reconnu coupable d'une violation grave des normes éthiques ou d'actes illégaux, étayés par des preuves probantes, tous les droits de vote et les droits aux dividendes appartenant à la partie fautive seront automatiquement transférés à la partie lésée, sans qu'il soit nécessaire de négocier davantage ou d'obtenir l'approbation du conseil d'administration. J'avais glissé cet accord dans une pile de documents d'entreprise courants le mois dernier, lorsqu'il m'avait demandé de ranger la paperasse. Il a signé toute la pile, sans lire une seule page. Parce qu'il me considérait simplement comme une épouse docile, sans ambition, une bonne épouse qui se contentait de rester dans son ombre. Il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'une bonne épouse pouvait aussi être une avocate d'affaires impitoyable, de celle qui n'entre jamais dans une bataille sans être préparée. En sortant de l'hôpital, j'ai passé un appel. Lauren? J'ai besoin d'un travail en urgence. Réduis le délai de 3 jours à 2. Je paierai le double, peu importe le prix. Pas de problème. Autre chose? J'ai pris une profonde inspiration. Oui, fais un autre test pour moi. Quel genre? Un test de paternité. Je t'apporte les échantillons aujourd'hui. Après avoir accroché, j'ai démarré ma voiture. Dans le rétroviseur, le bâtiment gris et blanc de l'hôpital a progressivement rétréci. Je ne lui ai pas jeté un second regard. Il y a des endroits que l'on quitte pour ne plus jamais se retourner. Les 48 heures qui ont suivi mon départ de l'hôpital sont devenues les plus productives de ma vie. L'ironie était que, ces 6 dernières années, j'avais utilisé ce niveau de productivité pour boucher les trous de la start-up de Christophe. Maintenant, je changeais simplement de braquet et je pointais ses canons directement sur lui. La première nuit, je ne suis pas rentrée à la maison. Je suis allée directement à mon cabinet d'avocat dans le 8e arrondissement et j'ai utilisé mon bureau privé pour tout mettre en ordre. L'aile des associés était accessible par badge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et Christophe ne pouvait pas y entrer. D'abord, j'ai créé une copie miroir de tous les fichiers critiques des serveurs d'Apex Tech. Je ne me suis pas contentée de les télécharger sur un disque dur. S'il l'apprenait, il pourrait m'accuser d'espionnage industriel. J'ai utilisé un service de notaire électronique. Chaque fichier était horodaté et haché, ce qui lui donnait une valeur juridique irréfutable. C'est une astuce de base d'avocat. Sécuriser les preuves avant même que l'adversaire ne se rende compte qu'il est en guerre. Une fois la sauvegarde terminée, j'ai ouvert la copie numérisée de cet avenant au pacte d'associés et j'ai relu l'article 17. Noir sur blanc, la signature et les initiales de Christophe étaient bien là. Mais cette clause seule ne suffisait pas. La condition pour qu'elle entre en vigueur était étayée par des preuves probantes. En d'autres termes, j'avais besoin d'une chaîne de preuves inattaquables et indéniables, prouvant que les actions de Christophe constituaient des violations éthiques graves ou des actes illégaux. Qu'est-ce que j'avais jusqu'à présent? Premièrement, le mémo de transfert de brevets et les dépôts au registre du commerce prouvant le détournement illégal des actifs principaux de la société. Deuxièmement, les captures d'écran WhatsApp avec le docteur Évrard prouvant la conspiration pour fraude aux soins de santé. Troisièmement, la photo de l'échographie prouvant sa liaison extra-conjugale. Ces 3 éléments combinés suffisaient à déclencher l'article 17. Mais je n'étais pas pressée, car Christophe allait forcément commettre une erreur encore plus grande. Sa principale faiblesse n'était pas la cupidité ou même l'insensibilité. C'était qu'il surestimait toujours son contrôle sur une situation. Il pensait que n'importe quel problème pouvait être résolu par la parole, que n'importe qui pouvait être manipulé par ses larmes et sa sincérité. Il ne savait tout simplement pas que la Camille qui se tenait devant lui ne pouvait plus être manipulée. Le lendemain matin, Christophe m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu une seule fois. La 18e fois, il m'a appelé sur FaceTime. J'ai décroché. « Camille, où diable es-tu? As-tu la moindre idée de l'état dans lequel se trouve Mathilde en ce moment? Je sais, je m'occupe de certaines choses. » Quelle chose pourrait être plus importante qu'une vie humaine? Je n'ai pas répondu à sa question. Au lieu de cela, j'ai dit quelque chose qui semblait complètement hors sujet. Christophe, comment beaucoup de fonds de roulement restent-ils sur les comptes de la société? Il a été déconcerté une seconde. Pourquoi me demandes-tu ça? Tu as dit que la famille de Mathilde était ruinée. La chirurgie à venir, la rééducation post-opératoire, les séjours en soins intensifs, tout cela va coûter au moins 250 000 € de plus. Où comptes-tu trouver cet argent? Un silence s'est installé sur la ligne. J'ai attendu 5 secondes, puis j'ai dit sur le ton le plus neutre possible. Il devrait y avoir un paiement client encaissé le mois dernier sur le compte de la société, environ 400 000 €.
Tu penses à cet argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je te rappelle juste que cet argent est une avance client et qu'il se trouve sur un compte de tiers. Si tu l'utilises pour des dépenses personnelles, cela ne sera pas considéré comme un simple litige sur les biens matrimoniaux. C'est de la fraude bancaire et de l'abus de biens sociaux, une infraction pénale grave. Camille? Sa voix a soudainement monté pour devenir un cri. De quel côté es-tu, enfin? Je suis du côté de la loi. J'ai raccroché, puis j'ai fait une chose très précise. J'ai délibérément laissé une vulnérabilité dans le logiciel de gestion financière de l'entreprise. Plus précisément, j'ai modifié le processus d'approbation des paiements pour ces 400 000 euros, passant d'une double autorisation à une autorisation unique. Cela signifiait que Christophe pouvait transférer l'argent tout seul. C'était un piège. Je savais que Christophe toucherait à cet argent. Il avait déjà donné les brevets à la famille de Mathilde et il n'avait aucun autre moyen d'obtenir des liquidités. Les factures médicales de Mathilde étaient un gouffre financier et Christophe ne pourrait jamais abandonner son rôle de sauveur héroïque, endossant toute la responsabilité pour cette femme. Sa vanité ferait le reste du travail pour moi. Je n'avais plus qu'à attendre. En attendant, je me suis occupée d'une autre affaire. Lorraine m'a envoyé un WhatsApp. J'ai les échantillons. Je lance le test de paternité. L'analyse urgente prendra environ 36 heures. De plus, les données brutes de votre examen physique sont arrivées. Et les résultats? Le mois dernier, votre taux d'alate réel était de 91, pas 42. Les données brutes et le rapport final émis par la clinique ne correspondent pas du tout. La clinique m'a déjà contacté en disant qu'ils voulaient tout expliquer. Laissez-les attendre. Encore une chose. Le ton de Lorraine est devenu hésitant. Camille, ce test de paternité, d'où vient l'échantillon du bébé? J'ai eu un petit rire. La veille, à l'hôpital, je m'étais délibérément rendue dans la salle d'attente, devant l'unité de soins intensifs. La mère de Mathilde montait la garde, et à côté d'elle se trouvait une poussette avec un petit garçon d'environ 2 mois, le pur cristal de l'amour véritable dont Christophe avait parlé. Quand je me suis approchée, la mère de Mathilde somnolait. Je me suis penchée, j'ai regardé le bébé, et j'ai nonchalamment ramassé une petite chaussette qu'il avait fait tomber de la poussette. Les cellules épithéliales dessus étaient largement suffisantes pour extraire l'ADN. Quant à l'échantillon de Christophe, c'était encore plus facile. Des cheveux pris sur son peigne dans notre salle de bain principale. Vous n'avez pas besoin de savoir cela, ai-je répondu à Lorraine. Vous devez juste me donner le résultat. Compris. Soyez prudente. Le lendemain à 14 heures, une alerte bancaire a retenti sur mon téléphone. Comme j'étais cosignataire du compte de la société, tout transfert supérieur à 50 000 euros envoyait une alerte automatique en double sur mon téléphone. Le message disait « Cher client, un virement a été initié depuis le compte de l'entreprise finissant par 3847 à 1403, montant 380 000 euros. Il l'a vraiment fait. » J'ai fixé le message, j'ai pris une grande inspiration et j'ai composé le numéro de mon collègue, Ryan. Ryan, j'ai besoin que vous déclenchiez un audit financier interne. Pour quelle entreprise? Apex Tech, l'entreprise de mon mari. Il y a eu un silence de 2 secondes à l'autre bout du fil. Vous êtes sûr? Je n'en ai jamais été aussi sûre. Envoyez la documentation directement au département de détection des fraudes et de conformité de la banque. Un virement suspect de 380 000 euros vient de passer d'un compte fiduciaire d'entreprise à un compte privé. Les conditions pour déclencher l'algorithme TRACFIN sont remplies. Camille. La voix de Ryan était chargée d'émotion. Vous savez ce que cela signifie. Dès que l'équipe de lutte contre le blanchiment d'argent de la banque interviendra, tous les comptes associés seront gelés. Je sais que c'est votre mari, mais il va devenir le principal suspect dans une affaire d'abus de biens sociaux. Il n'y avait pas une trace d'hésitation dans ma voix. Son statut de mari ne lui confère aucune immunité vis-à-vis de la loi. Ryan a marqué une pause de quelques secondes. Je préparerai les documents avant la fin de la journée. Merci. Après avoir raccroché, je me suis tenue devant la baie vitrée de mon bureau, regardant le trafic parisien en bas. Le soleil couchant peignait la ville de teinte orangée. C'était chaleureux, créant l'illusion qu'il y avait encore des constantes dans ce monde. Mais je ne croyais plus aux illusions. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Christophe. Je réfléchis toujours à la chirurgie. Je te donnerai une réponse demain. Il a répondu instantanément. Merci Camille. Je savais que tu ne nous abandonnerais pas dans ce moment difficile. J'ai fixé ce merci pendant un long moment. En plus de 6 ans, il avait prononcé ce mot d'innombrables fois. Merci d'avoir révisé le contrat. Merci d'être venu à la réunion. Merci de me comprendre. Merci pour tes sacrifices. Chaque merci était comme un clou enrobé de sucre, doucement enfoncé dans mes os. La douleur me faisait croire à tort que c'était doux. Maintenant, le glaçage avait fondu. Il ne restait que les clous. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone. Je suis retournée à mon bureau et j'ai ouvert un nouveau document Word. L'entête indiquait « Demande de divorce. Demandeur, Camille Foster. Défendeur, Christophe Reed. » Mes doigts ont survolé le clavier, se sont figés 3 secondes, puis ont commencé à taper. Quand la demande de divorce fut à moitié écrite, la porte de mon bureau s'est ouverte brusquement. Ce n'était pas Christophe. C'était ma mère. Elle portait son trench coat beige, les cheveux soigneusement attachés. Dans ses mains, elle tenait un sac rempli de boîtes de soupe. Si ce n'était l'anxiété indéniable dans le coin de ses yeux, on aurait pu croire qu'elle passait simplement à porter le déjeuner à sa fille. « Maman,
Comment es-tu arrivé là? Comment je suis arrivée là? Elle a posé le sac sur mon bureau. Sa voix était aiguë comme une aiguille. Christophe m'a appelé. Il a dit que tu refusais d'aider. Cette fille, Mathilde, est sur son lit de mort. Et tu refuses de signer les papiers? Je me suis adossée à mon fauteuil ergonomique et je l'ai regardé. Et qu'a-t-il dit d'autre? Il a dit que tu n'étais pas rentrée depuis 2 jours et que tu ignores ses appels. Camille, je suis ta mère. Je sais que tu es blessée, mais tu ne peux pas être aussi sans cœur. Il s'agit d'une vie humaine. Si tu ne signes pas ces papiers, ta conscience te hantera jusqu'à la fin de tes jours. Maman, sais-tu seulement ce que cette chirurgie implique? Bien sûr que oui. Tu vas juste donner un petit morceau de ton foie. Me faire retirer 60% de mon foie, ai-je répondu calmement. Au minimum 2 semaines d'hôpital, 3 à 6 mois de convalescence, un risque de mortalité chirurgicale. De plus, ma fonction hépatique est intrinsèquement compromise. Le risque réel pour ma vie est nettement plus élevé. La bouche de ma mère s'est ouverte, fermée, puis rouverte. Mais le médecin a dit que tes examens étaient normaux. Ce rapport est un faux. Christophe a payé des gens pour falsifier mes résultats médicaux. Silence. Les doigts de ma mère serraient les poignées de son sac si fort que ses articulations en étaient blanches. Je pensais qu'elle serait choquée. Je pensais qu'elle serait furieuse, qu'elle prendrait mon parti, ou qu'elle dirait au moins qu'elle allait lui dire sa façon de penser. Au lieu de cela, elle a dit « Même s'il y a un problème avec le rapport, tu n'as qu'à refaire les tests. Et si les nouveaux résultats sont normaux, signe, tout simplement. » J'ai fermé les yeux. C'est à ce moment précis que j'ai compris une chose profonde. Si j'avais reculé pas à pas dans ce mariage, ce n'était pas seulement à cause de Christophe. C'était ancré dans l'éducation que j'avais reçue depuis l'enfance. Une fille doit être obéissante. Elle doit être compréhensive. Elle doit se sacrifier pour le bien commun. Ma mère n'était pas une personne méchante. Elle croyait sincèrement que le corps, la carrière et les sentiments d'une femme ne valaient rien face au sauvetage d'une vie. Maman, ai-je ouvert les yeux? Si le foie devait aller à un parfait inconnu, me laisserais-tu le faire? Bien sûr que non. Alors pourquoi est-ce acceptable pour l'ex-petite amie de Christophe? Juste parce qu'elle est mourante? Sa vie est plus importante que ma santé? Une personne est sur son lit de mort et tu en es encore à marchander sur des détails insignifiants. Je ne marchande pas. Je fais une déduction juridique rationnelle. L'ai-je interrompu? Une personne dont le corps n'est pas apte au don se retrouve sur une table d'opération sous le couvert d'un certificat médical falsifié. Si quelque chose tourne mal, qui en porte la responsabilité? Christophe. Il n'a même pas pris la peine de me donner mes vrais résultats d'analyse. Ma mère, sais-tu, ses yeux sont devenus rouges, mais ce n'était pas par sympathie pour moi. Elle trouvait que j'allais trop loin. Ton père est au courant. Sa tension a grimpé en flèche, a-t-elle fini par dire. Dis-lui de prendre ses médicaments contre la tension. Je me suis levée et j'ai repoussé le sac vers elle. Maman, je n'ai pas le temps de me battre avec toi. Rentre à la maison. Je vais gérer ça moi-même. Elle a claqué la porte en sortant. Après que la porte se soit refermée, je suis restée assise sur ma chaise pendant un long moment. L'odeur de la soupe au poulet remplissait la pièce. Cela m'a soulevé le cœur. L'écran de mon téléphone s'est allumé. Cette fois, c'était le fil d'actualité Facebook de Christophe. Il avait publié un long statut public avec une photo floue de Mathilde allongée sur un lit d'hôpital. Le visage était caché, mais chaque mot du texte me montrait du doigt. Certaines personnes ont le droit de vivre, mais en condamnent d'autres à mourir. Je ne lui en veux pas. Je ne blâme que ma propre impuissance. Si j'avais l'argent, je pourrais trouver un donneur à l'étranger. Si j'avais le pouvoir, je pourrais la faire monter dans la liste d'attente pour une greffe. Mais je n'ai rien. Je n'ai qu'une femme. Une femme qui n'est même pas prête à sauver une vie. La section des commentaires était un carnage. Mon Dieu, comment peut-on être aussi insensible? Tiens bon, Christophe. Une femme comme ça n'en vaut pas la peine. Elle ne veut même pas lever le petit doigt? Mon groupe sanguin ne correspond pas, mais demandez-leur de me tester. J'ai lu attentivement chaque commentaire, j'ai pris des captures d'écran et je les ai toutes enregistrées. Ensuite, j'ai vérifié ses paramètres de confidentialité et j'ai réalisé qu'il avait fait une chose spécifique avant de publier. Il me l'avait caché. Il pensait que je ne le verrais pas, mais il oubliait que nous avions des amis communs. Nous évoluions dans les mêmes cercles de la tech parisienne depuis 6 ans, et en moins de 3 minutes, quelqu'un m'avait envoyé une capture d'écran. J'ai rassemblé toutes les images et je les ai enregistrées dans un dossier nommé « Preuve de coercition par harcèlement public ». À 21h, les parents de Christophe sont arrivés. Son père et sa mère étaient bien plus directs que mes propres parents. Ils n'ont pas apporté de soupe et ils n'ont pas échangé de banalités. En entrant dans mon bureau, ils se sont assis sur le canapé en face de moi, comme 2 juges. Camille, nous avons appris ce qui s'est passé avec Christophe. Écoute, dans sa jeunesse, il a contracté une dette envers cette fille. Un homme doit vivre avec la conscience tranquille. Je suis d'accord. Papa, qui doit exactement quoi à qui? Il doit cela à cette fille. Ils ont été le premier amour l'un de l'autre. Le premier amour reste le premier amour. Mais en fin de compte, c'est moi qui l'a choisi d'épouser. Puisqu'il a fait ce choix, il doit assumer son mariage, et non pas racheter sa culpabilité envers une autre, en utilisant mes organes internes. Tu parles de manière incroyablement égoïste. Quelqu'un pourrait mourir. Ne peux-tu pas être juste un peu plus généreuse? Généreuse? Maman, si c'était moi qui avais besoin d'un foie en ce moment,
Est-ce que Christophe se mettrait à genoux pour supplier des inconnus de faire un don? La mère de Christophe s'est étouffée avec ces mots. Son père s'est levé, le visage sombre comme un orage. Camille, ton attitude montre que tu n'as aucune intention de la sauver. Mon attitude est la suivante. Tant que la sécurité de ma santé n'est pas absolument garantie, je ne signerai aucun document juridique. Et comment sommes-nous censés le garantir? Faites appel à un hôpital indépendant, sans aucun lien avec Christophe ou le docteur Évrard, pour effectuer une évaluation préopératoire secondaire. Si les résultats montrent que je peux être donneuse en toute sécurité, je l'envisagerai. Cette phrase n'était qu'une tactique pour gagner du temps. Je savais qu'une nouvelle évaluation prendrait au moins 5 à 7 jours, et d'ici là, tout ce qui devait arriver serait arrivé. Le père de Christophe m'a fixé longuement, puis a ricané froidement. Très bien. Nous verrons bien. Après leur départ, je me suis retrouvée seule dans un silence aussi assourdissant qu'une averse. Par la fenêtre, les lumières de la ville continuaient de briller, mais mon monde n'avait plus rien de commun avec celui d'il y a 24 heures. Les deux familles, la pression des réseaux sociaux, la coercition de l'hôpital, tout me poussait dans une seule direction. Signe. Donne ton foi. Sacrifie-toi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais déjà de l'autre côté de l'échiquier. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai relu un email du département de conformité des fraudes de la banque concernant des transactions anormales sur le compte d'entreprise d'Apex Tech. Un audit d'atténuation des risques a été lancé. Les comptes associés sont temporairement gelés. Calendrier d'audit estimé. 5 à 7 jours ouvrables. J'ai refermé l'ordinateur et j'ai fermé les yeux. Compte gelé. Maintenant, Christophe allait découvrir qu'il ne pouvait pas accéder à l'argent liquide. Il allait paniquer. Et dans sa panique, il ferait quelque chose d'incroyablement stupide. Tout ce que j'avais à faire, c'était de rester parfaitement immobile au cœur de la tempête, observant sans émotion chaque pas qu'il faisait vers la tombe qu'il s'était lui-même creusée. La nouvelle du gel des comptes est parvenue à Christophe le matin du 3e jour. Je le savais parce qu'à 7h30, il a appelé directement mon téléphone portable, sans passer par FaceTime. Au milieu de la nuit, il jouait le rôle du mari tragique et aimant sur les réseaux sociaux. Mais à 7h30, il avait complètement abandonné son image. « Camille, pourquoi diable les comptes de la société sont-ils gelés ?» Sa voix était tranchante et frénétique. Il n'y avait aucune trace du ton piteux et tendre d'il y a 2 jours. « Gelés ?» Ma voix projetait une stupéfaction parfaite. Quand est-ce arrivé? Aujourd'hui. Le comptable m'a appelé ce matin pour me dire qu'aucun virement du compte de la société ne passait. La banque a dit qu'un protocole d'examen antifraude s'était déclenché. Tu as fait quelque chose, Camille? Christophe, les algorithmes de conformité de la banque sont automatisés. Ils ne gèlent pas les comptes simplement parce que je le leur demande. Mon ton était aussi patient que si je conseillais un client. Ne panique pas, dis-moi. Quel compte, exactement? Le compte d'exploitation principal se terminant par 3847. Y a-t-il eu des virements inhabituels à partir de ce compte récemment? Silence de mort à l'autre bout du fil pendant 3 secondes. Tu as vérifié le grand livre? Sa voix a baissé d'un ton. Il était sur ses gardes, comme un chat faisant le gros dos. Je suis la conseillère juridique de l'entreprise. S'il y a du mouvement sur le compte de fiducie, je reçois une notification. Christophe, avant-hier, tu as transféré 380 000 € du compte de la société vers un compte privé. À quoi sert cet argent? Nouveau silence. Je pouvais parfaitement imaginer son visage à ce moment-là. Les lèvres serrées, les yeux fuyants, son cerveau cherchant frénétiquement une excuse qui me convaincrait sans trop en révéler. C'est pour la chirurgie de Mathilde. Sa famille n'a pas l'argent. Je voulais juste verser un acompte. Tu as utilisé des fonds d'avance de clients provenant d'un compte de fiducie pour payer des frais médicaux personnels sans les remplacer? As-tu 380 000 € sur ton compte courant personnel pour couvrir cela? Non, mais les revenus des nouveaux projets arriveront le mois prochain. Que les revenus arrivent le mois prochain est une chose. Le fait que tu viennes de commettre un abus de biens sociaux avec les fonds des clients en est une autre. Christophe, est-ce que tu ne comprends vraiment pas la qualification juridique de ce que tu viens de faire? Camille, il a fini par exploser. Je suis ton mari, pas un suspect à la barre des témoins. Arrête de me parler sur ce ton. D'accord, je vais changer de ton. Ma voix s'est adoucie. J'ai utilisé le ton doux et solidaire de l'épouse fidèle qu'il connaissait si bien. Chérie, ne t'inquiète pas. Un gel de compte n'est qu'une vérification de conformité temporaire. S'il ne trouve pas de problème structurel dans les 7 jours ouvrables, le blocage sera levé automatiquement. Tu as juste besoin de préparer la documentation prouvant l'origine des fonds et leur but commercial légitime. Ensuite, soumets-la à la banque. Vraiment? Je suis avocate. Je m'occupe de ça tout le temps. Alors, tu peux m'aider à gérer ça? J'ai attendu 2 secondes, faisant passer la pause pour de l'hésitation plutôt que pour un calcul. Je peux, mais j'ai besoin que tu m'envoies les relevés de tous les comptes financiers de l'entreprise pour les 6 derniers mois, y compris tes comptes personnels. Je dois voir s'il y a d'autres transactions qui auraient pu effrayer Tracfin. Mes comptes personnels? La banque audite tous les comptes associés. Comme tu es le PDG, tes comptes personnels sont soumis à examen. Tu n'es pas obligé de me les donner, mais si tu ne le fais pas, la banque les assignera directement, et tu devras t'expliquer devant des enquêteurs fédéraux plutôt que devant moi. Un long soupir a traversé la ligne. Très bien.
Je vais dire à la comptabilité de t'envoyer les relevés. J'enverrai les miens aussi. Après avoir raccroché, j'ai pris mon café froid et j'en ai bu une gorgée. Il a mordu à l'hameçon. Christophe a envoyé les états financiers cet après-midi-là. Quand j'ai ouvert les fichiers dans mon bureau, j'ai constaté que, comme je m'y attendais, il les avait épurés. Les relevés de l'entreprise étaient complets, mais il n'a fourni ses relevés personnels que pour les 3 derniers mois. Quoi qu'il se soit passé avant cela, il l'avait supprimé. Mais c'était suffisant. Dans ces 3 mois de relevés, j'ai vu 7 transferts distincts vers le même numéro de compte, pour un total de 120 000 euros. Le nom du destinataire? Mathilde Clark. Le premier virement datait d'il y a 4 mois. En d'autres termes, bien avant que Mathilde ne se retrouve à l'hôpital, Christophe lui envoyait déjà de l'argent. Ce n'était pas de la charité pour une malade, c'était une pension occulte. J'ai compilé ces transactions dans un tableur, en notant la date, le montant et le destinataire, et je l'ai envoyé à Ryan. Ryan a répondu rapidement. Ces données, combinées au virement de 380 000 euros, sont plus que suffisantes pour que la police lance une enquête officielle pour abus de biens sociaux. Tu veux qu'on passe à l'action? Pas encore. Attends les résultats du test de paternité. Quel est le rapport entre un test de paternité et une affaire de fraude d'entreprise? Un lien direct. Je n'ai pas donné plus d'explications car, tant que je n'avais pas les résultats, ce n'était qu'une théorie. Ce soir-là, Lorraine a appelé. Les résultats sont là. Sa voix laissait transparaître une certaine stupeur. Ce bébé? J'ai comparé les 2 échantillons. La probabilité que l'ADN masculin corresponde à celui du nourrisson est de 0. J'ai tapoté légèrement mon doigt sur le bureau. Tu en es absolument sûr? J'ai fait le test 2 fois. Les résultats sont identiques. La probabilité d'exclusion de paternité est de 99,99%. Camille, ce bébé n'est pas de Christophe. Pas de Christophe. L'enfant pour lequel il m'a supplié de sacrifier mon foie. La femme pour laquelle il a falsifié mon dossier médical, détourné les actifs de la société et monté toute sa famille contre moi. Le bébé qu'elle portait n'était même pas le sien. Je me suis appuyée contre le dossier de ma chaise et j'ai fixé le plafond, soudain frappé par l'absurdité pure et simple de tout cela. Il se prenait pour le héros tragique d'une grande romance, prêt à tout sacrifier pour son premier amour et son enfant à naître. Mais, en réalité, du début à la fin, il n'était rien d'autre qu'une proie soigneusement choisie par Mathilde et sa famille. Une cible avec une start-up prospère et une femme naïve dont le foie correspond idéalement. Lorraine, imprimez-moi 2 copies du rapport, je vous prie. Une officielle, une de secours. C'est entendu. Quand comptez-vous les utiliser? J'ai réfléchi un instant. Le jour où il se mettra lui-même derrière les barreaux. En raccrochant, je me suis remise devant mon ordinateur et j'ai ouvert la demande de divorce inachevée. Le curseur clignotait. Dans la section relative aux demandes, j'ai ajouté une nouvelle ligne. La requérante demande au tribunal de déclarer le défendeur coupable de violation grave de l'éthique et de ses obligations fiduciaires pendant le mariage et, conformément au statut de la société et à l'article 17 de l'accord complémentaire, d'accorder à la requérante l'intégralité des parts de contrôle et des droits aux dividendes d'Apex Tech SARL. Quand j'ai eu fini, j'ai relu le texte. Aucun adjectif inutile. Chaque mot était précis, comme un texte de loi. Avant d'éteindre mon ordinateur, j'ai fait une dernière entrée dans mon application de notes. Toutes les pièces sont sur l'échiquier. Maintenant, laissons-le simplement faire le dernier mouvement. La nuit était tombée sur Paris. Je suis restée longtemps devant la fenêtre. Mon reflet dans la vitre montrait un visage sans maquillage, avec des yeux calmes et fixes. Après plus de 6 ans de mariage, le voile chaleureux et accommodant avait enfin été arraché, exposant le visage d'une avocate. Une avocate calme et précise qui ne ferait plus preuve de la moindre pitié. Au 4e jour de mon absence, Christophe a finalement perdu patience. Et ce n'était pas parce que le médecin traitant de Mathilde lui avait dit que la machine de foie artificielle perdait en efficacité. Si une transplantation n'est pas effectuée dans les 72 heures, les chances de survie de Mathilde tombent en dessous de 10%. 72 heures, 3 jours. Ce compte à rebours pesait sur la tête de Christophe comme une guillotine. Et moi, la seule donneuse compatible, j'étais à ses yeux la corde qui pouvait retenir la lame. Le problème, c'est qu'il ne tenait plus la corde. À 15 heures, une notification de mon système de sécurité domestique est apparue sur mon téléphone. Oui, j'avais installé des caméras à l'intérieur de la maison. Pas récemment, mais il y a 2 ans. La raison était standard. Protection contre les cambriolages. Christophe ne s'y était pas opposé. Il avait même aidé à ajuster les angles de vue. Il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'un jour ces caméras seraient pointées directement sur lui. La notification indiquait. Mouvement détecté dans le salon. J'ai ouvert le flux en direct. Christophe était assis sur le canapé du salon. Devant lui, sur la table basse, se trouvait une pile de documents. À côté de lui se tenait le docteur Évrard. L'air était lourd, chargé d'une atmosphère de complot clandestin. J'ai monté le son. Où est-elle? La voix du docteur Évrard était tendue. Nous ne pouvons plus retarder l'opération. J'ai appelé son cabinet. Elle n'a pas répondu. Je suis allée à son bureau. La réception a dit qu'elle n'était pas là. Christophe a enfoui son visage dans ses mains. Sa voix paraissait épuisée. Alan, pouvez-vous trouver un autre moyen? Un autre moyen? Le docteur Évrard a ri amèrement. Quel autre moyen? Dans toute la ville, elle est la seule donneuse compatible. Pourquoi croyez-vous que je risquerais ma licence médicale en falsifiant ces analyses? Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Le docteur Évrard a marqué une pause, puis a baissé la voix. Il y a un moyen. Mais le risque est énorme. Dites-moi. Le formulaire de consentement éclairé. Vous le signez pour elle. Mon doigt s'est figé sur l'écran de mon téléphone. Sur la vidéo, Christophe a levé les yeux. Son visage affichait une succession complexe d'émotions. Ce n'était pas de l'hésitation. C'était une analyse coûts-avantages. Il pesait la probabilité d'être pris par rapport au coût de l'abandon de l'opération. Je peux imiter sa signature, a dit Christophe lentement. Mais le protocole? N'exige-t-il pas une vérification biométrique désormais? Pour un don d'organes majeur, oui. Une signature et une empreinte digitale sur le document physique, a répondu le docteur Évrard. Vous pouvez prélever son empreinte sur un mug dans lequel elle boit habituellement, ou sur sa souris d'ordinateur, en utilisant du ruban adhésif transparent. Cela passera le contrôle visuel au scanner. Attendez, a interrompu Christophe. Et si elle conteste plus tard? La chirurgie sera déjà faite. Ce sera un fait accompli. Pensez-vous honnêtement qu'elle va poursuivre son propre mari pour faux et usage de faux? Au pire, elle piquera une crise, vous ignorera pendant quelques jours, puis les choses redeviendront normales. Les coins de la bouche de Christophe ont tressailli. Était-ce un sourire amer ou un sourire froid? Je n'aurais su le dire. Elle n'est pas du genre à laisser passer les choses. Alors décidez par vous-même. Le docteur Évrard a levé les mains au ciel. Soit vous imitez la signature, nous faisons l'opération et vous espérez qu'elle ne portera pas plainte, soit vous regardez Mathilde mourir. C'est vous qui voyez. Sur la vidéo, Christophe s'est levé. Il s'est approché de la table basse, a pris un stylo et a saisi les documents. Donnez-les-moi. Je les regardais tracer soigneusement Camille Foster dans la case de signature du donneur. Une fois terminé, il est allé dans la cuisine et a sorti un verre, celui-là même dans lequel je buvais habituellement de l'eau. Il a soigneusement prélevé une trace sur le verre, à l'aide d'un morceau de ruban adhésif transparent et l'a pressé sur la case de confirmation de l'empreinte digitale, à côté de la signature. Ses mouvements étaient fluides, exercés et profondément troublants. J'ai téléchargé l'intégralité du clip vidéo et l'ai envoyé directement à mon service de notaire électronique. Horodatage. 15h47. Christophe. Christophe, ai-je murmuré pour moi-même, tu viens de planter le dernier clou dans ton propre cercueil. Falsifier la signature et l'empreinte digitale de quelqu'un d'autre, pour un consentement éclairé médical n'était pas une zone grise éthique. C'était une usurpation d'identité aggravée et une fraude aux soins de santé. Et dans le contexte spécifique de la transplantation d'organes, cela violait la loi de bioéthique concernant le consentement volontaire du donneur. Cette seule accusation suffisait pour une lourde peine de prison ferme. Ajoutez à cela l'abus de biens sociaux et la falsification de dossiers médicaux, et Christophe serait enterré sous la prison. Mais je n'ai pas agi immédiatement. L'opération n'avait pas encore commencé. Si j'appelais la police tout de suite, l'opération serait annulée, Mathilde pourrait mourir, et Christophe passerait en jugement avec l'auréole d'un martyr moral, criant devant un jury qu'il voulait seulement sauver une vie. L'opinion publique pourrait même se retourner contre moi. Je devais attendre le moment chirurgical exact. Un moment où il ne pourrait plus se cacher derrière de beaux contes de fées sur l'amour profond. J'ai passé un appel. Ryan, tracez quelque chose pour moi. Il y a 3 jours, Christophe a viré 380 000 € depuis le compte fiduciaire de l'entreprise. Où cet argent a-t-il fini exactement? Je suis déjà dessus. Les données préliminaires montrent qu'il a atterri sur le compte courant personnel de Mathilde, puis a été immédiatement divisé en 3 virements. 15 000 € à Gregory Clark, 10 000 € à Mathilde Biotech SARL et 130 000 € ont été retirés en espèces. Un retrait de 130 000 € en liquide? Ai-je demandé. Oui, le même après-midi, en utilisant la pièce d'identité de Mathilde. Mais elle est en soins intensifs. Ses proches l'ont retirée, ai-je fini pour lui. Sa famille a pris sa carte et sa pièce d'identité et s'est rendue dans une agence bancaire. C'est exact. Et le reste des fonds dans Mathilde Biotech? Le lendemain, ils ont été virés vers une clinique de médecine préventive offshore au Caïman. Je suis en train de déterminer qui est le véritable bénéficiaire effectif de cette SARL. J'ai fermé les yeux. Tout confirmait mes soupçons. La famille de Mathilde n'avait jamais prévu d'utiliser tout cet argent pour son opération. Il liquidait et cachait des actifs. Christophe pensait qu'il essayait désespérément de sauver la femme qu'il aimait. En réalité, il n'était qu'un distributeur automatique méticuleusement sélectionné. Et le bébé qui n'était même pas le sien, était le plus gros bouton de ce distributeur. Continuez à creuser, ai-je dit. Tracez chaque centime jusqu'au bout. Compris. Ensuite, j'ai envoyé un WhatsApp à Lorraine. Puis-je avoir le rapport de paternité officiel d'ici demain, celui avec le sceau du laboratoire médico-légal? Oui, je l'aurai de près. Alors préparez une chose de plus. Quoi? L'ADN de Christophe et celui du bébé ne correspondent pas. J'ai besoin que le rapport inclue également une analyse généalogique de la lignée paternelle du chromosome IRI du bébé. Pouvez-vous déterminer le cercle biologique général du père? Si j'ai des échantillons de comparaison, oui. En avez-vous? J'ai réfléchi une seconde. Gregory Clark, le père de Mathilde. Faites un test de parenté. 3 secondes de silence de mort sur la ligne. Êtes-vous en train de suggérer? Soupçonnez-vous que ce bébé? Je ne soupçonne rien. Je veux juste écarter toutes les variables. Le ton de Lorraine est devenu d'un sérieux mortel. Je vais le faire. Mais Camille, si les choses sont comme vous le pensez, alors Christophe n'est pas le seul à s'être fait avoir. Je sais.
C'est exactement pour cela que je veux aller au fond des choses. Pas pour absoudre Christophe de sa culpabilité. Ses crimes sont ses propres choix. Ils n'ont rien à voir avec le fait que la famille de Mathilde soit composée d'escrocs ou non. Mais parce que lorsque le moment de la confrontation finale arrivera, je veux qu'il voie clairement qu'il a sacrifié la santé de sa femme, les actifs de son entreprise et son propre avenir. Et en retour, il n'a pas obtenu une histoire d'amour inoubliable. Il a obtenu un mensonge immonde du début à la fin. Ce serait le véritable coup fatal. Pas celui de la loi, mais celui porté à son ego. Le lendemain de la falsification de ma signature, Christophe est retourné à l'hôpital avec le faux formulaire de consentement éclairé. Je n'étais pas là, mais les caméras de sécurité et les registres de l'hôpital ont capturé exactement ce qui s'est passé. Plus tard, ces dossiers sont devenus des pièces à conviction. À 9 heures du matin, Christophe a remis les documents à l'infirmière en chef du service de chirurgie. La signature et l'empreinte digitale n'ont pas donné l'alerte. Le docteur Évrard a signé son autorisation de confirmation sur la fiche d'évaluation préopératoire. La préparation d'une transplantation d'organes a officiellement commencé sans que le donneur soit présent. Il prévoyait d'accomplir toutes les formalités en mon nom, à mon insu, et une fois que tout serait prêt, de m'attirer par ruse sur la table d'opération. Ou peut-être n'avait-il jamais eu l'intention d'utiliser mon foie. Cette pensée m'a traversé l'esprit alors que j'étais assise dans le bureau de Ryan. En étalant le rapport de conformité étendu sur la fraude bancaire, la situation était bien pire que ce que nous avions anticipé. Ryan a ajusté ses lunettes et a poussé les documents vers moi. L'audit Tracfin de la banque a révélé un problème massif. Au cours des 8 derniers mois, Apextech a transféré un total de 1 700 000 € via 6 SARL différentes par des virements cycliques. 1 700 000 €. Oui. Chaque transaction était maintenue juste en dessous du seuil de déclaration de 10 000 € pour éviter les alertes automatiques. Du schtroumpfage. L'argent a rebondi entre 3 ou 4 SARL de transit pour finir par atterrir vers une destination finale. Un compte offshore dans un paradis fiscal au nom de Gregory Clark. J'ai tapoté mon doigt sur le bureau. 8 mois. 1 700 000 €. 6 sociétés écrans. Ce n'est plus un simple abus de biens sociaux. Ryan, comment le ministère de la Justice classifie-t-il cela? Si les fonds provenaient d'avances de clients ou de capitaux d'investisseurs, fraude électronique et levée de fonds illégale. S'il s'agissait du capital d'exploitation de la société, abus de biens sociaux aggravés et blanchiment d'argent. Peu importe la classification, 1 700 000 € constitue un crime fédéral majeur. Quelle est la prochaine étape pour la banque? Le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent a déjà déposé une déclaration de soupçon automatique auprès de Tracfin. Le protocole standard veut que la division des crimes financiers de la police lance une enquête de terrain d'ici 7 jours ouvrables. Je me suis adossée et j'ai fermé les yeux. 7 jours ouvrables. En d'autres termes, à compter d'aujourd'hui, la police interviendrait au plus tard mercredi. Christophe ne savait rien de tout cela. Sa tête n'était remplie que d'une chose, comment sauver Mathilde et comment m'entraîner dans cette chirurgie. Il pensait que le gel du compte n'était qu'un simple contretemps de routine. Il ne réalisait pas que les flux financiers qu'il avait si soigneusement dissimulés avaient déjà fissuré le barrage. Le système de conformité était l'inondation imminente, et je n'avais même pas créé la tempête. C'était le résultat des dettes que Christophe avait accumulées jour après jour. J'ai simplement ouvert les vannes un peu plus tôt. Ryan, préparez-moi quelques documents. Lesquels? Rassemblez toutes les preuves que nous avons jusqu'à présent. Les dossiers de transfert de brevets, les captures d'écran WhatsApp concernant les données médicales falsifiées, les registres de virement, la vidéo de la caméra de surveillance, le montrant en train de falsifier le formulaire de consentement. Préparez tout selon les normes d'une plainte pénale formelle. Ryan m'a jeté un regard complexe. Vous voulez déposer plainte vous-même? Pas maintenant. Quand la police se présentera d'elle-même, ai-je répondu. Et quand ils le feront, je ne serai pas la lanceuse d'alerte. Je serai un témoin coopérant. L'image sera totalement différente. Ryan a réfléchi une seconde et a immédiatement compris. Si je lançais la plainte, l'avocat de Christophe pourrait inventer l'histoire d'une épouse vengeresse, essayant de détruire son mari lors d'un divorce difficile. Mais si les algorithmes automatisés de la banque donnaient l'alerte et que la police ouvrait le dossier de manière indépendante, cela devenait un crime financier objectif. Mon rôle passait d'accusatrice à victime et témoin clé. Ce changement était crucial pour faire levier, tant sur le plan juridique que sur celui de la réputation. C'est entendu, a acquiescé Ryan. J'aurai tout compilé d'ici ce soir. En quittant le bureau de Ryan, je me suis arrêtée un instant dans la cage d'escalier du cabinet d'avocat. Au bout du couloir, quelqu'un discutait au téléphone. Ses rires étouffés résonnaient doucement. Pendant un instant, cela semblait être la journée de travail la plus ordinaire au monde. Mais je savais que quelque part dans cette ville, dans un hôpital, un homme utilisait actuellement mon nom pour préparer une opération. Dans les serveurs de la banque, une déclaration de soupçon atterrissait sur les bureaux des agents fédéraux et je me tenais parfaitement immobile au centre, comme une pièce d'échec de précision, attendant que toutes les lignes convergent vers un seul point. Mon téléphone a sonné. C'était Christophe. « Camille, où es-tu? Il y a du bruit. Peux-tu venir à l'hôpital aujourd'hui?
Le docteur Evrard a dit qu'il y avait un protocole de confirmation finale avant la chirurgie. Tu dois être présente en personne. J'ai failli éclater de rire. Il avait falsifié ma signature, poussé la procédure, jusqu'à la toute dernière étape. Puis s'était rendu compte qu'il y avait un garde-fou juridique qu'il ne pouvait pas contourner. La confirmation finale pour un don d'organes de son vivant nécessite l'identification physique du donneur et son consentement verbal. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simuler avec un morceau de ruban adhésif. Bien sûr, ai-je dit. À quelle heure? Demain à 10 heures. Tu peux venir? Je serai là. Camille. Sa voix s'est soudain adoucie. Merci. Encore ce merci. J'ai fixé sa photo de contact sur mon écran. C'était une photo de notre mariage. Il souriait si fort que ses yeux se plissaient en croissant, ressemblant à l'homme le plus chaleureux de la Terre. Je t'en prie. J'ai raccroché, puis j'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé le plan pour demain. Demain, 10 heures. Dernière visite à l'hôpital. Pas pour signer, pas pour l'opération, mais pour resserrer les mailles du filet. J'ai glissé le téléphone dans la poche de mon manteau et je suis montée dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, j'ai aperçu mon reflet dans le métal poli. Très calme. Si calme que c'en était effrayant. Mais je savais que ce calme n'était pas de l'insensibilité. C'était l'équilibre absolu de quelqu'un qui avait été poussé dans ses retranchements, qui avait évalué chaque option et qui avait accepté l'issue. Car à partir de ce moment, je n'avais plus de choix à faire. Christophe les avait tous faits pour moi. Le 5e matin, à 7 heures, j'ai reçu 2 messages. Le premier venait de Ryan. Le dossier de preuve est entièrement prêt. De plus, la police a agi plus vite que prévu. La banque a transmis la déclaration de soupçon hier soir. Ils vont probablement perquisitionner le bureau aujourd'hui. Le second venait de Lorraine. Le rapport de paternité officiel est prêt. Et l'analyse généalogique que tu as demandée? Elle a donné des résultats. Tu ferais mieux de t'asseoir avant de lire ceci. J'ai ouvert le PDF envoyé par Lorraine. Quand j'ai fini de le lire, j'étais vraiment contente d'être assise. Le père biologique de l'enfant? Selon l'analyse comparative du chromosome Y, il y a une correspondance très élevée avec la lignée de la famille Clark, ce qui signifie, avec une certitude quasi absolue, que cet enfant est le produit d'un inceste au sein de la famille Clark. L'identité exacte du père ne pouvait être précisée par ce rapport, mais la direction était claire. La famille de Mathilde souffrait d'une maladie hépatique héréditaire, et cet enfant avait une forte probabilité d'hériter de ce défaut génétique. Ils n'avaient jamais eu besoin de l'amour de Christophe. Ils avaient besoin d'un pigeon fortuné capable d'injecter continuellement de l'argent sur leur compte. Un pigeon avec des ressources, de l'argent, et une femme dont le foie était une compatibilité médicale parfaite. Christophe avait été choisi avec soin. Et moi, dès le début, je n'étais que leur banque d'organes de secours. J'ai enfermé le rapport dans le coffre-fort de mon cabinet d'avocat dans le 8e arrondissement, en le plaçant à côté du reste des preuves. Ensuite, je ne suis pas allée à l'hôpital. Je me suis dirigée vers l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. J'avais réservé les billets il y a 2 jours. Destination: Copenhague, au Danemark. Un programme de doctorat conjoint de 3 ans à l'intersection du droit médical et de l'éthique m'attendait. J'avais reçu la lettre d'acceptation il y a 2 ans, mais j'y avais renoncé pour faire tourner la start-up de Christophe. Cette fois, je n'attendais pas. Sur le chemin de l'aéroport, j'ai envoyé un dernier message à Christophe sur WhatsApp. Je ne consens pas à la chirurgie. Ne cherche plus à me contacter à partir de ce jour. 3 secondes après l'envoi, mon téléphone a sonné. J'ai répondu. Camille, tu as perdu la tête? Sa voix ne contenait aucune supplication, seulement une rage hystérique. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu fais? Tu es en train de tuer quelqu'un. Je me protège. Te protéger? Qu'est-ce qu'il y a donc à protéger, bordel? Mathilde a encore vomi du sang ce matin. Le médecin a dit que si nous n'opérons pas aujourd'hui, Christophe, je l'ai coupé. Ma voix était aussi lisse qu'un lac gelé. J'ai 3 choses à te dire. Écoute attentivement. Premièrement, tu as falsifié le formulaire de consentement éclairé. La signature est fausse. Tu as récupéré mon empreinte digitale sur un verre d'eau. J'ai toute la scène en vidéo haute définition. Sa respiration s'est bloquée brusquement à l'autre bout du fil. Deuxièmement, au cours des 8 derniers mois, via 6 SARL, tu as transféré 1 700 000 € des comptes de l'entreprise vers un compte offshore appartenant au père de Mathilde. Le système TracFin l'a automatiquement signalé. La police vient pour toi aujourd'hui. Un silence de mort. Un long silence étouffant. Je l'entendais déglutir. Troisièmement, j'ai fait une pause, regardant les contours gris de Paris défiler par la fenêtre de la voiture. La femme que tu essaies désespérément de sauver, le bébé dans son ventre n'est pas le tien. Quoi? J'ai déjà reçu les résultats de paternité, certifiés par un laboratoire médico-légal. L'enfant n'a absolument aucun lien biologique avec toi. C'est impossible. Tu mens. C'est mon bébé, a dit Mathilde. Ce que Mathilde dit n'a aucune importance. L'ADN ne ment pas. Une respiration lourde et saccadée résonnait au téléphone, comme si quelqu'un le tenait à la gorge. Comment? Où as-tu obtenu l'échantillon du bébé? Tu n'as pas besoin de le savoir. Camille, toi. Qu'est-ce que tu essaies d'obtenir exactement? J'ai fermé les yeux. Le vent à l'extérieur de la voiture était violent, sifflant à travers les joints des portières. C'était ma dernière conversation avec cet homme. 6 ans de mariage, 6 ans de concession, 6 ans à étouffer ma propre identité, 6 ans à croire sincèrement qu'il m'aimait, résumé dans ces dernières minutes d'un appel téléphonique. Je n'essaie rien d'obtenir, ai-je dit doucement.
Mais chaque mot semblait gravé dans la pierre. Je ne veux plus être ta banque d'organes de secours, c'est tout. Du début à la fin, à tes yeux, je n'étais qu'un ensemble de fonctions. Quand tu avais besoin d'une avocate, j'étais ton conseil gratuit. Quand tu avais besoin d'argent, j'étais ton distributeur automatique. Quand tu as eu besoin d'un organe, je suis devenue une donneuse. As-tu, une seule seconde, posé les yeux sur moi en me considérant comme un être humain? Camille. Quand as-tu appris pour la maladie de Mathilde? L'année dernière. Tu étais au courant depuis 1 an. Et pendant toute une année, tu as joué le rôle du mari aimant, tout en détournant secrètement son argent, en transférant des brevets et en te coordonnant avec des médecins corrompus. Tu m'as même traîné pour passer un examen physique complet. Pas parce que ma santé t'importait, mais pour voir si mon foie était compatible, n'est-ce pas? Il n'y avait plus un bruit à l'autre bout du fil, pas même un souffle. Pourquoi t'ai-je laissé me traiter ainsi? Me suis-je demandé à voix haute. Parce que je pensais qu'aimer quelqu'un signifiait se sacrifier. Je pensais que si j'étais assez bien, assez obéissante et assez compréhensive, tu finirais par me voir. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne m'as jamais vraiment vue. Camille, s'il te plaît. J'ai pris une grande inspiration. Christophe. Survis. Et ensuite, assis dans une prison fédérale, réfléchis bien à la personne pour qui tu as vraiment vécu cette vie. J'ai raccroché, puis j'ai éteint mon téléphone. L'Uber filait sur l'autoroute. Les lampadaires de chaque côté défilaient comme des comètes dorées. Je me suis adossée au siège en cuir, ma vue se brouillant légèrement. Pas des larmes, je n'en avais plus. C'était un vide immense, abyssal. Comme si une pièce entière dans ma poitrine avait été vidée. Vide, mais enfin propre. Quand je suis arrivée à Roissy, il était 9h10 du matin. L'embarquement était dans 1h30. J'ai passé les contrôles de sécurité, je me suis assise près de la fenêtre à ma porte d'embarquement et j'ai sorti un nouvel iPhone. J'avais acheté une nouvelle carte SIM avant de partir. L'ancien téléphone était resté dans le coffre-fort du cabinet d'avocats avec les preuves. Le moment venu, Ryan remettrait le tout aux procureurs fédéraux. Le nouveau téléphone ne comptait que 4 contacts. Lorraine Ryan, ma mère et mon directeur de thèse au Danemark. J'ai envoyé un message à Ryan. Je suis à l'aéroport. Le reste est entre vos mains. Ryan a répondu par un mot. Compris. Puis il a ajouté. Les agents du FBI ont investi les bureaux d'Apex Tech à 9h30. Christophe devrait encore être à l'hôpital. Il va bientôt accourir. J'ai répondu pourquoi? Parce qu'il vient de découvrir que ses comptes sont gelés, que les autorités fédérales auditent son entreprise et que le gamin n'est pas le sien. La seule chose qu'il puisse faire maintenant est de se précipiter au bureau pour essayer de détruire les preuves. Mais il ne sait pas. Oui. Il ne sait pas que toutes les preuves électroniques ont déjà été certifiées devant notaire et verrouillées sur la blockchain. Il y retourne pour broyer des copies papier, qui ont beaucoup moins de poids juridique. Ryan a marqué une pause, puis a écrit « Vous êtes impitoyable ». J'ai regardé ces 2 mots et les coins de ma bouche se sont relevés. Pas impitoyable. J'ai simplement passé 6 ans à apprendre enfin à ne pas montrer de faiblesse à ceux qui ne le méritent pas. Quand l'embarquement a été annoncé, je me suis levée, j'ai pris mon bagage à main et je me suis dirigée vers la porte. En passant, j'ai jeté un coup d'œil au grand tableau des départs. Les vols clignotaient comme une toile géante. Chaque nœud menait vers une nouvelle vie. J'ai choisi le plus lointain. Ce n'était pas une fuite, c'était un nouveau départ. Le matin de mon départ, tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Tous les détails m'ont été rapportés peu à peu par Ryan plus tard. Il était présent ce jour-là en tant que mon avocat, et il se souvenait de chaque scène avec une clarté insoutenable. À 9h28, 3 agents du FBI de la division des crimes financiers sont entrés dans le bâtiment d'Apex Tech. Ils ont brandi un mandat de perquisition fédérale et le rapport d'activité suspecte de Tracfin. Ils ont exigé tous les registres financiers du dernier exercice. Le chef comptable a pâli de terreur et a immédiatement commencé à composer frénétiquement le numéro de Christophe. À 9h35, Christophe a décroché. Selon Ryan, d'après les images de vidéosurveillance ultérieures, Christophe se trouvait à ce moment-là dans le parking de l'hôpital. Venant de terminer son appel avec moi, il s'est effondré contre la portière de sa voiture, comme si tout l'oxygène avait été vidé de ses poumons. Il lui a fallu 10 secondes après l'appel du comptable pour reprendre pied. Il a démarré le moteur. Le trajet de l'hôpital au bureau prend habituellement 40 minutes. Ce jour-là, il l'a fait en 22. À 9h57, Christophe a franchi les portes vitrées de son entreprise. Il a été accueilli par un agent spécial et par Ryan. Christophe Reed, l'agent a montré son badge, FBI. Nous exécutons un mandat de perquisition concernant des soupçons de fraude électronique fédérale et d'abus de biens sociaux au sein de la SARL Apex Tech. Nous avons besoin de votre entière coopération. Ryan a dit que la première réaction de Christophe n'a pas été la panique, mais une pure rage. C'est Camille qui vous envoie? Il a foudroyé Ryan du regard. C'est elle qui m'a dénoncé à la police? Ryan a répondu calmement. Christophe, cette enquête a été déclenchée automatiquement par les algorithmes anti-blanchiment de la banque. Tracfin a alerté le bureau. Camille n'a rien à voir là-dedans. Je suis ici pour représenter Camille Foster en tant que son conseiller juridique. Je suis présent pour coopérer avec les autorités fédérales et protéger les intérêts légaux de ma cliente. Des intérêts légaux? La voix de Christophe a déraillé. C'est ma femme. C'est notre entreprise. Quels intérêts protégez-vous? Précisément parce qu'elle est copropriétaire et investisseuse,
Elle a le droit légal de savoir où les actifs ont été détournés, a dit Ryan avec assurance. De plus, Christophe, j'ai une copie de l'accord d'exploitation supplémentaire, section 17. Vous l'avez signé, n'est-ce pas? Ryan a tendu une copie du document à l'agent du FBI. En voyant cet accord, le visage de Christophe s'est complètement décomposé. Ryan a dit que ce n'était pas seulement un changement d'expression. C'était le regard d'un homme qui regarde un gratte-ciel s'effondrer, réalisant soudain qu'il avait creusé les fondations lui-même, pelle après pelle. Cet accord. La gorge de Christophe était sèche comme de l'amadou. Quand a-t-il été signé? Le 15 du mois dernier. Vous l'avez signé et paraphé vous-même, lui a rappelé Ryan. Il est juridiquement contraignant et a été certifié devant notaire. L'agent spécial a jeté un coup d'œil à l'accord, puis à Christophe, et a parlé d'un ton sec. Monsieur Reed, vous devez nous accompagner au bureau de division pour répondre à quelques questions concernant les 1 700 000 € virés via 6 SARL affiliés vers un compte offshore au cours des 8 derniers mois, ainsi que les 380 000 € virés depuis une fiducie d'entreprise il y a 5 jours. Vous devrez expliquer l'origine et le but commercial de ces fonds. Je peux expliquer. Vous pourrez expliquer cela au bureau. Alors que Christophe était emmené menotté, ses employés s'alignaient dans le couloir, le regardant fixement. Ryan a dit que personne n'a fait un bruit. C'était aussi silencieux qu'une morgue. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée au bureau. À 10h15, après que les agents ont emmené Christophe, Ryan s'est rendu directement à l'hôpital général de Paris, car il savait qu'il restait un dernier point à régler, ce formulaire de consentement éclairé falsifié. Quand Ryan est arrivé dans le service de chirurgie, le docteur Evrard faisait les derniers préparatifs. L'équipe chirurgicale s'était déjà lavé les mains. L'anesthésiste préparait les médicaments. Tout se déroulait selon le document frauduleux. Excusez-moi, la donneuse pour cette procédure est Camille Foster, n'est-ce pas? Ryan a montré sa carte d'avocat aux portes du bloc opératoire. Le docteur Evrard a jeté un coup d'œil depuis la zone stérile. En voyant les titres juridiques, il a instantanément pâli. Je représente Camille Foster. Ma cliente n'a jamais signé de formulaire de consentement pour un don de foie. Où avez-vous obtenu ce document? L'air dans la zone préopératoire s'est glacé. Le docteur Evrard a ouvert la bouche, ses yeux se tournant instinctivement vers le formulaire de consentement, signé posé sur un porte-document, près des portes du bloc. Ryan a suivi son regard, s'est approché et l'a ramassé. Cette signature n'appartient pas à Camille Foster. Ryan l'a affirmé au premier coup d'œil. Il était un avocat d'affaires, il passait sa vie à analyser des signatures. De plus, pour mémoire, Camille Foster est actuellement sur un vol commercial vers Copenhague. Elle ne pouvait physiquement pas être dans cet hôpital ce matin. Le docteur Evrard a été pris d'une sueur froide. Si ce document est un faux, Ryan a claqué le porte-document sur le comptoir, alors chaque participant à cette fraude, y compris le personnel médical présent, s'exposera à des inculpations fédérales. Docteur Evrard, êtes-vous absolument certain de vouloir poursuivre cette intervention? Le docteur Evrard semblait avoir été frappé par le bouton pause de sa propre vie. Il est resté là, paralysé. De la sueur coulait le long de son nez sur sa blouse stérile. Des bruits de pas précipités résonnèrent au bout du couloir. C'était la famille de Mathilde. Gregory Clark arriva en courant, accompagné de la mère de Mathilde. Gregory avait la cinquantaine, le crâne dégarni, et portait une veste grise délavée. Son visage était un masque de désespoir et de fureur. « Pourquoi l'opération n'a-t-elle pas commencé » hurla-t-il. « Ma fille est en train de mourir. » Ryan lui barra le passage. L'intervention est suspendue. On soupçonne que le formulaire de consentement éclairé est une contrefaçon. Tant qu'une vérification juridique n'aura pas été effectuée, cette procédure ne pourra pas avoir lieu. Qui diable êtes-vous? Les yeux de Gregory se plissèrent. Ce regard, me dit Ryan plus tard, lui apprit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il ne fallait pas plaisanter avec ces gens-là. Camille a tout signé. Christophe me l'a dit lui-même. La signature est falsifiée. Nous avons des preuves vidéo en haute définition. Gregory resta figé pendant 3 secondes, puis il eut une réaction qui stupéfia tout le monde. Il éclata de rire. Ce n'était pas un rire amer ou froid. C'était le rire d'un escroc aux abois qui n'avait plus rien à perdre. Alors poursuivez-nous en justice, si ça vous chante. Il cracha par terre. Si ma fille meurt ici aujourd'hui, aucun d'entre vous ne s'en sortira indemne. Ryan l'ignora et se tourna vers le docteur Evrard. J'ai déjà déposé une injonction formelle auprès du service juridique de l'hôpital et du Conseil de l'Ordre des médecins. Jusqu'à ce que l'identité du donneur soit vérifiée, j'exige que vous cessiez immédiatement tous les préparatifs chirurgicaux. Dans le cas contraire, l'hôpital assumera l'entière responsabilité conjointe. Le docteur Evrard finit par prendre la parole. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas bu d'eau depuis des jours. Annulez l'opération. Dites à l'anesthésiste et aux infirmières de se retirer. Le rictus de Gregory disparut. Il se précipita vers l'avant et saisit le docteur Evrard par le col de sa blouse. « Qu'est-ce que vous venez de dire? Ne vous avisez pas d'annuler. Lâchez-moi. » Le docteur Evrard le repoussa. L'expression du médecin passa de la peur à une défaite totale. « Je ne le ferai pas. Faites ce que vous voulez, mais je ne le ferai pas. » Le chaos éclata dans le couloir. Les infirmières tentèrent de les séparer. La sécurité arriva en courant. La mère de Mathilde s'effondra sur le sol en hurlant, et au milieu du vacarme, les portes du bloc opératoire se refermèrent lentement. À l'intérieur, la salle était vide. Ryan se tenait au bout du couloir et m'envoya un WhatsApp de 2 mots. « Opération annulée.
À ce moment précis, je volais à 10 000 mètres d'altitude. L'avion était en l'air depuis 40 minutes. Par la fenêtre s'étendait une mer de nuages sans fin, d'un blanc aveuglant. Je regardais le message de Ryan et laissais échapper un long soupir. Ce n'était pas du soulagement. J'avais ressenti du soulagement au moment où j'avais décidé de ne pas signer. Ce soupir était pour la Camille, qui avait enduré 6 ans de ce mariage. Elle n'avait plus à supporter cela. Christophe passa 14 heures dans la salle d'interrogatoire du FBI. Ryan me raconta plus tard qu'il n'avait même pas demandé d'avocat. Non pas parce qu'il n'en voulait pas, mais parce qu'il croyait sincèrement qu'il pourrait s'en sortir par la parole. C'était le défaut fondamental de Christophe. Même avec des menottes au poignet, il croyait encore pouvoir s'en sortir grâce à son charme. J'ai lu les transcriptions de l'interrogatoire plus tard. Sa première défense fut de prétendre qu'1 700 000 € était un prêt personnel à Gregory Clark. Cela n'a rien à voir avec l'entreprise. Les agents fédéraux firent glisser les relevés bancaires sur la table. Expéditeur, Apex Tech Corporate Trust. Destinataire prêt passé par 3 ARL écrans, un compte offshore appartenant à Gregory Clark. Chaque transfert portait un eurodatage d'adresse IP correspondant à l'ordinateur portable personnel de Christophe. Deuxième défense. Ces sociétés écrans étaient mes investissements personnels utilisant mes dividendes d'actionnaires. Les agents sortirent les statuts de la société et les registres des dividendes. En 6 ans, Apex Tech n'avait jamais versé le moindre dividende. Tous les bénéfices restaient des bénéfices non distribués. Troisième défense. J'admets avoir pris l'argent, mais c'était une urgence médicale pour sauver la vie de Mathilde, pour ses factures d'hôpital. Les agents présentèrent le rapport de traçabilité. Sur le 1 700 000 €, moins de 20 000 € sont réellement allés aux frais médicaux de Mathilde. Les 1 680 000 € restants, après avoir transité par les comptes de Gregory, ont été injectés dans 3 fonds spéculatifs offshore et des fiducies immobilières différents. Les excuses de Christophe s'effondrèrent une à une. À la 9e heure de l'interrogatoire, un agent posa une question simple. « Monsieur Reed, réalisez-vous que Gregory Clark se servait de vous pour faire du blanchiment d'argent ?» Ryan dit qu'en entendant cette question, Christophe se changea en glace. Il n'avait probablement jamais vu les choses sous cet angle. Dans sa propre vision du monde, il était le héros dévoué, sacrifiant tout pour son premier amour. Mathilde était son idéal inaccessible, une femme envers qui il avait une dette, et Gregory Clark était son futur beau-père. Il n'était pas un co-conspirateur, il était un chevalier en armure étincelante. Mais la loi fédérale se moque bien que vous soyez amoureux. La loi s'intéresse à la provenance de l'argent et à sa destination. Le saviez-vous? Y avez-vous participé? Après l'interrogatoire, Christophe fut libéré sous caution en attendant son inculpation. Conditions: remise de son passeport, interdiction de voyager et pointage régulier auprès d'un agent de probation. Il sortit du bureau du FBI à 2 heures du matin. Ryan l'attendait près de l'entrée. Pas pour Christophe, mais pour lui remettre personnellement une dernière preuve. Christophe, l'appela Ryan. Christophe se retourna. Selon Ryan, il avait une mine affreuse. Ses cheveux étaient en bataille, son manteau froissé, ses yeux injectés de sang. Il avait vieilli de 10 ans en une seule nuit. Camille m'a demandé de vous remettre quelque chose. Ryan sortit une enveloppe Kraft de sa mallette. Christophe la prit et l'ouvrit sur place, sous la lueur d'un réverbère. À l'intérieur se trouvait le test de paternité. Ryan dit que Christophe fixa ce rapport pendant un très long moment. La lumière crue de la rue éclairait son visage, affichant chaque émotion. D'abord, l'incrédulité. Ses sourcils se froncèrent, ses lèvres tremblèrent alors qu'il vérifiait les chiffres encore et encore. Puis la confusion. Il tourna la 2e page avec les profils ADN, fixant les séquences comme un homme essayant de déchiffrer une langue extraterrestre. Puis vint la prise de conscience. Quand il comprit enfin la phrase « probabilité de paternité de 0%, les coins de sa bouche s'agitèrent. Il laissa échapper un petit rire étouffé. Ce n'était pas un rire. C'était le dernier spasme musculaire avant un effondrement psychologique total. Impossible. La voix semblait sortir du plus profond de sa gorge, rauque et faible. Ce n'est pas possible. C'est un rapport certifié provenant d'un laboratoire médico-légal agréé par l'État. La voix de Ryan était monocorde. Ils ont effectué le test 2 fois. Les résultats sont identiques. Cet enfant ne partage absolument aucun ADN avec vous. Non! Cette fois, ce fut un rugissement. Mathilde m'a dit que c'était mon bébé. Elle ne me mentirait pas. Ryan resta silencieux. Christophe broya le rapport dans son poing jusqu'à ce que le papier soit froissé. Il resta cloué sur place, puis il commença à trembler. Un tremblement incontrôlable venant du plus profond de lui-même, comme un pilier porteur recevant un poids qu'il ne pouvait supporter. Elle ne me mentirait pas. Sa voix devint plus basse, plus brisée. Elle ne le ferait pas. Ryan attendit que ses émotions se calment légèrement, puis porta le coup de grâce. Camille m'a demandé de vous transmettre un dernier message. Christophe releva brusquement la tête. Ses yeux étaient noyés de larmes rouges. Elle a dit « Ce grand amour dont tu es si fier, pour tout le monde, ce n'est que de la stupidité pathétique. » Sur ce, Ryan tourna les talons et s'en alla. Christophe s'accroupit lentement sur les marches du bâtiment du FBI, enfouit sa tête dans ses mains et laissa échapper un son étrange. Ni un cri, ni un rire, quelque chose entre les deux, comme le gémissement d'un animal mortellement blessé. Ryan ne se retourna pas. Il monta dans sa voiture et m'envoya un message. C'est fait.
Il l'a lu. Quand je lus ce message dans ma chambre d'hôtel à Copenhague, la nuit d'hiver nordique pesait à l'extérieur. Le ciel était un océan d'encre noire. Les lumières lointaines de la ville ressemblaient à des étoiles englouties. Je fixais le message, mon pouce survolant l'écran. Je pensais ressentir une joie maligne. Je pensais qu'après toute cette attente, toute cette planification méticuleuse, recevoir la nouvelle de sa destruction totale apporterait une vague d'euphorie vengeresse. Mais non. Je ne ressentais rien d'autre qu'un vide incroyablement pur, une sensation de propreté, comme une maison encombrée qui aurait enfin été nettoyée de fond en comble. Les photos n'étaient plus sur les murs, les bibelots avaient disparu, les cartons poussiéreux que j'étais trop sentimentale pour jeter avaient été mis sur le trottoir. C'était vide, ce qui signifiait que je pouvais enfin remeubler ma vie. Je posais le téléphone et marchais jusqu'à la fenêtre. L'hiver de Copenhague était d'un froid perçant, mais l'air était d'une clarté cristalline. J'appuyais mon front contre la vitre glacée et fermais lentement les yeux. L'histoire de Christophe s'arrêtait ici. Le reste était entre les mains de la justice. Il était temps pour moi de me concentrer sur moi-même. Les rumeurs de la chute de Christophe se propagèrent plus vite que je ne l'espérais. Ryan me dit que dès le 2e jour après la perquisition du FBI, tous les partenaires et investisseurs d'Apex Tech étaient au courant. Le milieu des tech bros fonctionne comme ça. Les bonnes nouvelles restent dans la salle du conseil, mais les mauvaises font le tour du monde, surtout quand il s'agit d'un fondateur visé par une enquête pour abus de biens sociaux et falsification. C'est une véritable bombe. En 3 jours, 2 clients majeurs ont résilié leur contrat. En 5 jours, l'unique investisseur providentiel a envoyé une mise en demeure par ses avocats, activant une clause de rachat obligatoire. Les comptes de la société sont restés gelés. Il n'y avait plus d'argent pour les salaires ou l'hébergement des serveurs. L'équipe d'ingénieurs a commencé à démissionner en masse. D'abord 1 ou 2, puis des départements entiers. Christophe a essayé de sauver les meubles. Selon Ryan, il a rencontré 3 sociétés de capital risque, mais lors de l'audit, elles ont toutes découvert les transactions suspectes. Personne ne voulait injecter de capital dans une entreprise en train d'être démantelée par les autorités. Il a aussi consulté un avocat pénaliste. Après avoir examiné les preuves, l'avocat lui a conseillé de plaider coupable et d'accepter un accord. Christophe a refusé. La raison était simple. Il ne croyait toujours pas être coupable. Dans son esprit, tout ce qu'il avait fait était une nécessité absolue. Falsifier l'examen médical, il y était forcé. Transférer les brevets, forcé. Détourner les fonds de la société, forcé. Forger une signature, toujours forcé. Il se voyait comme un homme éperdument amoureux, acculé par le destin, et non comme un délinquant en col blanc. Cet aveuglement était totalement inutile devant un tribunal, mais pour lui, c'était une forteresse imprenable. Jusqu'à ce que la famille de Mathilde montre son vrai visage. C'était la partie la plus fascinante de l'histoire que Ryan m'a racontée. La première chose que Christophe a faite après sa libération sous caution ne fut pas de rentrer chez lui ou d'aller au bureau. Il s'est rendu directement à l'hôpital général de Paris pour voir Mathilde. Ryan a dit que Christophe est resté devant les soins intensifs pendant 2 heures entières, fixant Mathilde à travers la vitre, sans ciller, comme un enfant qui regarde un poisson dans un aquarium. Puis, Gregory Clark s'est approché. Son ton était radicalement différent d'avant. Auparavant, il hurlait devant le bloc opératoire, lançait des menaces et criait. Maintenant, il était aussi calme qu'une eau stagnante. Christophe a tourné la tête. Sa voix était enrouée. « Comment va Maddy ?» Gregory l'a coupé. « Je suis venu vous dire une chose. Nous avons trouvé un autre donneur. C'est un parent éloigné de Maddy. La compatibilité est bonne. L'argent que vous nous avez viré plus tôt suffit à couvrir l'opération. » Christophe était sous le choc. « Un autre donneur ? Quand l'avez-vous trouvé ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de venir ici. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je parle de votre situation actuelle. Le ton de Gregory était glacial. Votre entreprise fait l'objet d'un audit. Le FBI vous suit de près. Si vous continuez à nous fréquenter, cela va nuire à l'image de Maddy. Ryan m'a dit qu'il a vu le visage de Christophe à ces mots, comme un homme marchant dans un brouillard épais qui réalise soudain qu'il vient de tomber d'une falaise. J'ai tout fait pour Maddy. Pour Maddy ? La voix de Gregory s'est enfin durcie. Vous avez ruiné votre entreprise pour Maddy. Vous avez coulé votre mariage. Et maintenant, vous allez en prison. Est-ce que vous pensez honnêtement que vous l'aidez ou que vous lui gâchez la vie ? Les lèvres de Christophe tremblaient, mais aucun son ne sortait. Partez. Gregory lui a tourné le dos, laissant Christophe fixer une silhouette indifférente. Ne revenez plus. Nous allons nous occuper de Maddy. Ryan a dit qu'après le départ de Gregory, Christophe est resté devant les portes des soins intensifs pendant encore 30 minutes, puis s'est laissé glisser lentement le long du mur du couloir. Il n'était pas accroupi, il était assis à même le sol, les jambes écartées comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler ses messages. Les vieux WhatsApp de Mathilde. Ceux qui disaient « Tu me manques tellement, tu es la personne la plus importante de ma vie. » Et Christophe, c'est notre bébé. Il les a lus un par un, avec une lenteur insupportable, comme s'il cherchait une réponse cachée dans les pixels. Mais il n'y avait aucune réponse dans ces messages, juste une toile de mensonges méticuleusement tissée, et il était la mouche qui s'y était joyeusement emmêlée. Quand Ryan m'a raconté cela au téléphone,
J'étais assise à la bibliothèque de l'université de Copenhague. Par la fenêtre, la neige tombait. La bibliothèque était incroyablement chaleureuse, avec cette odeur de vieux papier et d'expresso frais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai demandé. Après avoir quitté l'hôpital, il est retourné dans votre maison. Il est resté là pendant 3 jours sans mettre un pied dehors. Le 4e jour, son avocat a contacté le bureau du procureur. Il a accepté un accord de plaidoyer. J'ai marqué une pause. Qu'est-ce qu'il a reconnu? Fraude électronique, usurpation d'identité aggravée et abus de biens sociaux. L'accusation a requis entre 48 et 72 mois, 4 à 6 ans. J'ai fait le calcul mentalement. Quand il sortirait, j'aurais déjà mon doctorat. Et encore une chose. La voix de Ryan est devenue hésitante. Dans sa déclaration au juge, il a ajouté un paragraphe spécifique. Quel paragraphe? Il a déclaré. Tout ce que j'ai fait à Camille Foster était mon propre choix. Elle n'a commis aucun tort. Si possible, je demande au tribunal de prendre cela en compte lors du prononcé de la peine. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai fixé l'écran. Le compteur de l'appel défilait seconde après seconde. Même à la toute fin, il ne s'est pas excusé. Il n'a pas dit pardon. Il a juste dit que je n'avais rien fait de mal. Ce n'était pas un vrai remords. C'était sa dernière tentative pour sauver les apparences, pour admettre les faits, tout en gardant sa posture de noble, anti-héros tragique. Comme toujours, il jouait le bon rôle, mais sans jamais vouloir affronter sa véritable nature. Je vois, ai-je dit. Merci Ryan. De rien. Les papiers du divorce sont finalisés. Dès que tu auras signé, je les déposerai au tribunal. Très bien. Envoie-les-moi demain par email. Et pour le partage des biens? Tout se passe conformément au statut de la SARL. L'article 17 a été activé. Les pleins droits de vote et le contrôle des dividendes d'Apex Tech te sont légalement transférés. Tu connais l'état de l'entreprise en ce moment. L'équipe est partie. La plupart des clients ont quitté le navire, mais ces 3 brevets essentiels demeurent. Comme le précédent transfert de Christophe n'avait pas l'approbation du conseil d'administration, un juge a annulé l'opération. J'ai déjà fait le nécessaire pour que la propriété intellectuelle soit à nouveau enregistrée au nom d'Apex auprès de l'INPI. Comment Gregory Clark a-t-il réagi? Ils ont essayé de prétendre qu'ils étaient des acheteurs de bonne foi, mais comme le prix de transfert était littéralement de 0 € et qu'il y avait une collusion évidente entre les parties, le juge les a déboutés. Les brevets sont officiellement de retour dans les comptes d'Apex. Je suis allée au café de la bibliothèque, j'ai commandé un café noir et je me suis rassise. Quelle est l'évaluation actuelle de ces 3 brevets? Les conditions du marché ont changé. L'IA dans l'imagerie médicale est en plein essor. J'ai contacté 2 cabinets d'évaluation. La fourchette se situe entre 4 et 5 millions d'euros. 500 000? C'est plus élevé qu'avant. Je me suis souvenu avoir relu l'architecture de ces brevets pour Christophe, ligne par ligne, durant cette période éprouvante où je me remettais de ma fausse couche. J'étais allongée dans mon lit, j'avais encore des crampes à l'abdomen, l'ordinateur posé sur ma couette, la lumière bleue éclairant mon visage pâle. Et Christophe était assis à côté de moi, jouant à sa PlayStation. « Camille, tu m'écoutes ?» La voix de Ryan m'a ramenée à la réalité. « Oui, continue. Encore une chose, à propos des retombées médiatiques. Tu l'as probablement déjà vu, mais je ne suis plus vraiment l'actualité de Paris. Le mot a circulé vite dans le milieu de la tech. Dès que le FBI a fait sa perquisition, les investisseurs l'ont mis sur liste noire. Ses anciens partenaires et investisseurs, des types qu'il appelait « mon frère », disent maintenant « Je ne connais pas ce gars ». Et ses réseaux sociaux? Il a arrêté de publier avant l'accord de plaidoyer, mais les autres ne se sont pas gênés. Les gens partagent des captures d'écran du communiqué de presse de Tracfin. Le commentaire le plus aimé sur son ancienne publication Facebook est « Vous vous souvenez de ce gars qui pleurait pour avoir de la sympathie en traitant sa femme de sans cœur? Maintenant, on sait qui est le vrai psychopathe. » J'ai eu un léger sourire. Et ta belle-mère? Mon ex-belle-mère a corrigé Ryan avec une pointe de satisfaction. La mère de Christophe a posté dans le groupe WhatsApp de ton quartier, affirmant que tu avais poussé son fils à bout, disant que si tu avais juste accepté de sauver une vie, rien de tout cela ne serait arrivé. Et alors? Elle s'est fait littéralement massacrer. Quelqu'un a fait fuiter tes vrais résultats d'analyse, ceux avec la latte à 91 que Christophe avait falsifiés pour les descendre à 42. Les gens ont commenté. Son propre foie était en danger, et vous vouliez qu'elle se laisse charcuter par des médecins pour sauver la maîtresse de votre fils. Ce n'est pas être sans cœur, c'est une tentative de meurtre. Elle n'a pas répondu, elle a juste quitté le groupe. J'ai pris une gorgée de café chaud. Le vent de l'hiver scandinave faisait vibrer les fenêtres de la bibliothèque. Ryan, je n'ai pas l'intention de diriger l'entreprise. Trouve un acheteur et vends les 3 brevets en un seul lot. Prix de départ, 4 millions d'euros. Liquide le reste des actifs et le matériel de bureau. Vends tout, tout, tout. Et quelle est la suite pour toi? Je réfléchirai à l'avenir quand j'y serai. J'ai regardé la neige. D'abord, je dois effacer le passé. Ryan est resté silencieux quelques secondes. Tu as changé. En quoi? Avant, tu n'étais pas si décidé. Tu hésitais. Tu pesais le pour et le contre. Tu prenais toujours en compte les sentiments des autres. Ce n'est pas une question d'être décisive. C'est juste qu'avant, je n'arrivais pas à faire la distinction entre ma propre vie et les exigences des autres. Maintenant, j'y arrive. Je suis en pleine évolution. Après avoir accroché, je suis restée seule à mon bureau de la bibliothèque, regardant le ciel prendre une teinte bleu grisâtre.
En hiver, à Copenhague, les journées sont incroyablement courtes. À 15h30, il commence déjà à faire nuit, mais je m'habituais peu à peu à ce rythme. Les longues nuits d'hiver sont parfaites pour la réflexion silencieuse. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Sur l'écran se trouvait le brouillon de ma thèse de doctorat. Le sujet: les garanties juridiques du consentement éclairé pour les donneurs d'organes vivants, une étude comparative des cadres juridiques des États-Unis et des pays nordiques. J'avais choisi ce sujet lors de ma première semaine au Danemark. Mon directeur de thèse m'a demandé pourquoi j'avais choisi cet angle spécifique. Je lui ai répondu « parce que j'ai une expérience personnelle ». Il m'a regardé et n'a pas insisté. C'est la beauté de la culture nordique. Il respecte l'intimité et n'essaie pas de rouvrir vos cicatrices sous prétexte de bienveillance. J'ai écrit pendant 2 heures, ajoutant plus de 1400 mots, j'ai sauvegardé et j'ai éteint l'ordinateur. Puis je suis rentrée dans mon appartement et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 6 ans. Je me suis simplement allongée sur le canapé et j'ai fixé le plafond pendant une demi-heure, sans penser à absolument rien. Je n'avais pas besoin de réviser des accords de confidentialité. Je n'avais pas besoin de réconforter qui que ce soit. Je n'avais pas besoin de répondre au téléphone. Je n'avais pas besoin d'envoyer de messages. « Chérie, tu as mangé ?» Juste rester allongée là. Dans le silence, profitant de ce luxe sans la moindre once de culpabilité. La vente des brevets s'est déroulée mieux que prévu. Ryan a trouvé 3 conglomérats technologiques intéressés. Et une guerre d'enchères a conclu l'affaire à 4 800 000 €. Après les impôts sur les plus-values, les frais juridiques et le remboursement des dettes restantes de l'entreprise, je suis repartie avec 3 200 000 € net. J'ai divisé l'argent en 3 parts. La première a servi à rembourser mon capital initial provenant de mon appartement acquis avant le mariage, plus les intérêts. C'était une dette que j'avais envers moi-même. La deuxième part a été placée dans un fonds indiciel en gestion déléguée. C'était ma rente de subsistance pour les 5 prochaines années. La dernière part, je l'ai donnée anonymement à une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui assure la défense juridique bénévole des donneurs d'organes vivants. Quand Ryan l'a appris, il m'a traitée de sainte. Je lui ai dit que ce n'était pas de la sainteté, mais un investissement. Un investissement dans un système juridique qui garantit que personne d'autre ne se retrouve coincé dans l'impasse où j'étais. Une fois cela réglé, j'ai fait une dernière chose. J'ai vendu la maison. La maison que Christophe et moi avions achetée avant notre mariage dans une banlieue chic de Paris. 4 chambres, des plafonds voûtés, un petit jardin à l'arrière. Lors de la rénovation, j'avais personnellement choisi chaque carreau, chaque luminaire. Même la hauteur des plans de travail de la cuisine avait été adaptée à ma taille exacte. Je pensais que c'était notre foyer. Il s'est avéré que ce n'était que mon investissement exclusif et un abri pratique pour quelqu'un d'autre. J'ai donné les pleins pouvoirs à Ryan pour gérer la vente. Je n'ai pas repris l'avion pour y jeter un dernier regard. Ryan m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire de ce qu'il y a à l'intérieur? Tes vêtements, tes livres, tes objets personnels? Tu veux que je les envoie au Danemark? Donne les vêtements à Emmaüs. Et le reste? » J'ai réfléchi une seconde. Jette tout le reste. Tout? Même les albums de mariage? Ryan, je l'ai interrompu. Je ne veux pas un seul objet de cette maison qui soit lié de près ou de loin à Christophe. Considère cela comme un grand nettoyage ou une décontamination biologique. Vois-le comme tu veux, mais s'il te plaît, débarrasse-t'en. C'est compris? La maison s'est finalement vendue 5% en dessous de sa valeur marchande, simplement parce que je ne voulais pas attendre. Les acheteurs étaient un jeune couple de jeunes mariés. Ryan a dit qu'ils étaient aux anges pendant la visite. La femme est allée dans le jardin et a dit « Je vais planter des roses juste ici ». Quand Ryan m'a raconté ça, j'étais assise dans un café de Copenhague en train de travailler sur ma thèse. « Elle s'occupera merveilleusement bien de ce jardin », ai-je dit. « Tu es triste? Tu as vécu dans cette maison pendant 5 ans. Pourquoi serais-je triste ?» J'ai posé mon expresso, j'y ai réfléchi et j'ai répondu. « Ryan, tu sais ce que j'ai fait le plus souvent dans cette maison? J'ai attendu. J'ai attendu que Christophe rentre pour le dîner. J'ai attendu qu'il finisse ses réunions de conseil d'administration. J'ai attendu qu'il revienne de ses soirées de réseautage. J'ai attendu qu'il réponde à mes messages WhatsApp. Cette maison n'était pas un foyer pour moi. C'était une salle d'attente. J'y suis restée assise pendant 5 ans, et au lieu de voir mon train arriver, on m'a annoncé que le vol était définitivement annulé. Ryan a gardé le silence. Donc, je ne suis pas triste, j'ai dit. Vendre une salle d'attente n'est pas une raison de pleurer. Le week-end après la vente de la maison, j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que je ne cessais de repousser. J'ai acheté un nouveau journal, pas une application de notes, mais un vrai cahier épais avec une couverture rigide bleu foncé. J'ai passé beaucoup de temps à le choisir dans une papeterie du centre de Copenhague. De retour à mon appartement, j'ai préparé un chocolat chaud, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai ouvert la première page. Dehors, c'était une sombre nuit d'hiver nordique. Le ciel était lourd et noir comme de l'encre, avec seulement quelques étoiles perçant la couverture nuageuse. J'ai débouché mon stylo et j'ai écrit la première ligne sur le papier vierge. Pourquoi l'ai-je laissé me traiter ainsi? La pointe du stylo a hésité après le point d'interrogation. Puis j'ai continué à écrire, parce que je pensais que c'était de l'amour. Je pensais qu'aimer quelqu'un signifiait donner inconditionnellement,
lui donner le meilleur et garder les moments les plus difficiles pour soi. Je pensais que cela s'appelait être une bonne épouse, être généreuse, être compréhensive. Mais maintenant, je sais que ce n'était pas de l'amour. C'était de l'auto-exploitation. Sacrifier ma carrière, on appelait ça le soutenir. Risquer ma santé, on appelait ça sauver une vie. Compromettre mes limites encore et encore, on appelait ça préserver la paix. Chaque concession que je faisais lui disait « Tu peux franchir cette ligne ». Chaque fois que je restais silencieuse, cela lui disait « Mes sentiments n'ont pas d'importance. Il ne m'a pas détruite. C'est moi qui lui ai tendu le marteau. » Arrivé à ce point, mes yeux ont légèrement piqué. Pas des larmes, je n'avais pas pleuré depuis longtemps. C'était le résidu toxique qui s'était accumulé au plus profond de mon cœur, s'écoulant enfin goutte à goutte, laissant derrière lui une douleur sourde. J'ai continué à écrire. Alors, en ce moment, je ne cherche pas à me venger, je fais des corrections. Je corrige la version de moi-même qui portait le sacrifice comme une médaille d'honneur. La version de moi qui pensait qu'être nécessaire signifiait être aimé. La version de moi qui préférait se faire du mal plutôt que de décevoir les autres. À partir d'aujourd'hui, mes limites ne sont plus élastiques. Ma carrière n'est pas une activité secondaire. Mon corps n'est pas l'organe de rechange de quelqu'un. Je suis Camille Foster, la femme de personne, l'avocate gratuite de personne, la donneuse de personne. Je suis juste moi-même. Quand j'ai fini le dernier mot, le chocolat était déjà froid. J'ai rebouché le stylo, fermé le journal, et je l'ai placé bien en vue sur mon bureau. Puis je me suis levée et je suis allée dans la salle de bain. J'ai ouvert l'eau chaude. Quand le miroir s'est embué, j'ai essuyé un cercle et je me suis regardée. 32 ans. Pas de maquillage. De légères ridules d'expression au coin des yeux. Mes cheveux avaient poussé depuis que j'avais quitté Paris, attachés nonchalamment en un chignon flou. Je portais un pull délavé trop grand, qui avait encore une minuscule tache de graisse, due à la cuisine. Pas raffiné, pas glamour, rien à voir avec les héroïnes ultra pomponnées d'Instagram. Mais mes yeux brillaient, d'une lumière interne éclatante qui rayonnait de l'intérieur, entièrement indépendante de qui que ce soit d'autre. J'ai souri à mon reflet. C'était plus que suffisant. 3 ans plus tard, dans la salle de soutenance de la faculté de droit de l'université de Copenhague, les radiateurs tournaient à plein régime, mais mes paumes étaient tout de même légèrement moites. Pas par nervosité. Le jury de thèse était composé de 5 professeurs, 3 du Danemark, un de l'Institut Karolinska en Suède et un de Georgetown Law, mon co-directeur américain qui avait fait le voyage spécialement pour l'occasion. Je me tenais devant l'écran du projecteur. Derrière moi se trouvait la thèse que j'avais passé 3 ans à écrire. Les garanties juridiques du consentement éclairé pour les donneurs d'organes vivants, une étude comparative des cadres juridiques des États-Unis et des pays nordiques. 230 000 mots, 417 notes de bas de page, 86 études de cas. L'un de ces cas était désigné par le code K47. Dans les notes de bas de page, il était cité comme « entretien anonyme réalisé par l'auteur ». Personne ne savait que K47 était ma propre histoire, mais chaque vide juridique, chaque faille systémique, chaque droit du donneur ignoré dans cette histoire était devenu l'un des arguments les plus percutants de ma thèse. La soutenance a duré 2h30. Le professeur suédois a posé une question pointue. « Camille, vous proposez de mettre en œuvre un délai de réflexion obligatoire pour les donneurs vivants. Un délai d'attente légal d'au moins 72 heures entre la signature du formulaire de consentement éclairé et l'intervention chirurgicale elle-même. À quel point est-ce réalisable ? De nombreuses transplantations sont des procédures d'urgence. J'ai affiché un graphique sur le projecteur. Monsieur le professeur, selon mon analyse statistique de 1247 transplantations hépatiques à partir de donneurs vivants, effectuées aux États-Unis au cours des 5 dernières années, seulement 11,3% étaient réellement classées comme des urgences aiguës immédiates. Dans les 88,7% de cas restants, l'évaluation préopératoire et la période de préparation ont duré au moins 1 semaine. Par conséquent, un délai de réflexion de 72 heures n'aurait pas d'impact négatif sur la grande majorité des opérations. Et l'objectif de ces 72 heures, ai-je poursuivi, est d'offrir au donneur une fenêtre de temps pour prendre une décision indépendante, libre de toute coercition extérieure. Dans les cas que j'ai étudiés, un pourcentage significatif de donneurs a signé des formulaires de consentement éclairés sous une immense pression familiale, un chantage affectif, ou dans des conditions de grave asymétrie d'information. L'essence de ce délai de réflexion n'est pas de retarder la chirurgie, c'est de garantir le libre arbitre absolu du donneur. Mon co-directeur de thèse américain a donné un léger signe d'approbation. Après la soutenance, les 5 professeurs se sont retirés dans une salle privée pour délibérer. J'ai attendu dans le couloir. Les fenêtres étaient immenses. C'était une journée d'un soleil radieux, chose rare à Copenhague. Le soleil de Mars perçait à travers les nuages fins, inondant le couloir d'une lumière translucide. Je me suis appuyée contre la fenêtre, regardant les pinces et le lac gelé à l'extérieur. Mes doigts traçaient distraitement quelque chose dans ma poche. C'était une vieille photo, pas une photo de mariage, mais un portrait de moi seule lors de ma remise de diplôme à la faculté de droit. J'y avais 25 ans, vêtue de ma robe de diplômée et de ma toque, avec un large sourire et une incroyable naïveté. Cette photo était la seule et unique chose que j'avais demandé à Ryan de m'envoyer lorsqu'il avait vidé la maison.
Pas par nostalgie, mais pour me rappeler que cette jeune femme de 25 ans avait tant de potentiel. Elle l'avait cédé morceau par morceau à un mariage, à la start-up d'un mari, au rôle de l'épouse parfaite, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. À présent, elle reprenait tout, morceau par morceau. Les portes de la salle se sont ouvertes. Le président danois du jury est sorti avec une expression sévère. Avec les Nordiques, il est parfois difficile de distinguer le sérieux de la joie. « Camille, entrez, je vous prie. » Je suis retournée dans la pièce. Les 5 professeurs étaient assis derrière la longue table. Le président s'est raclé la gorge. Par décision unanime de ce comité, nous estimons que vos recherches répondent parfaitement aux normes académiques les plus élevées. Félicitations, Dr Foster. Unanimité. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas perdu mes mots sous le coup de l'émotion. J'avais dépassé cette phase depuis longtemps. Ce que je ressentais était une satisfaction profonde et tranquille. Lente, mais incroyablement puissante, comme le mouvement des plaques tectoniques. Merci, messieurs les professeurs. J'ai fait une légère inclinaison de la tête. Mon directeur américain s'est approché, m'a serré la main et a dit doucement « J'ai lu votre étude de KK47 cette fois. Si vous décidez un jour de la publier ouvertement, elle deviendra le précédent le plus solide pour pousser à une réforme législative de la loi de bioéthique américaine. » J'ai souri. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Pourquoi pas maintenant? Parce que la protagoniste de cette histoire est encore en train de grandir. Elle a besoin de plus de temps pour pouvoir regarder cette expérience avec un regard parfaitement calme, sans colère, sans ressentiment, seulement avec compréhension. Le professeur m'a regardé et a hoché la tête. Après la soutenance, j'ai quitté seul le bâtiment de la faculté de droit. Mars à Copenhague était encore glacial, mais on sentait déjà le souffle léger et indéniable du printemps dans l'air. La neige n'avait pas encore totalement fondu, mais l'eau d'un bleu profond commençait à apparaître sur les bords du lac. J'ai remonté l'allée du campus, le col de mon manteau relevé, serrant contre moi l'exemplaire imprimé et usé de ma thèse. Mon téléphone a sonné. « Dr Foster, j'ai appris que tu avais réussi. » La voix de Ryan résonnait au bout du fil. Les nouvelles vont vite. « Félicitations, Camille. Quels sont tes projets maintenant? Tu rentres en France ?» Je me tenais sous un vieux chêne, regardant sa canopée. Les branches étaient nues, mais à leurs extrémités, de minuscules bourgeons serrés se formaient déjà. « Pas encore, » ai-je répondu. On m'a proposé une bourse postdoctorale ici, pour intégrer les cadres juridiques et médicaux au sein de l'Union européenne. C'est un contrat de 2 ans. 2 ans? Tu ne veux pas revenir, juste pour une visite? Ta mère s'ennuie de toi. Elle m'a appelé le mois dernier et a pris de tes nouvelles pendant une demi-heure. Elle dit qu'elle regrette. Elle regrette d'avoir essayé de te forcer à signer ses papiers. Je suis restée silencieuse un moment. Elle n'a pas besoin de regretter, ai-je dit. Elle m'a aimée de la seule façon qu'elle connaissait. C'est juste que, dans sa vision du monde, la santé d'une fille était une monnaie d'échange que l'on sacrifie pour les autres. Maintenant, elle sait que c'est mal, et cela suffit. Ryan a ri à l'autre bout. Tu as vraiment changé. Ah bon? Avant, soit tu aurais subi en silence, soit tu aurais préparé une vengeance impitoyable. Maintenant, on dirait que tu es au sommet d'une montagne et que tu regardes en bas. Tu vois tout parfaitement clairement, mais plus rien ne peut te blesser. J'y ai réfléchi et j'ai répondu. Je ne suis pas au sommet d'une montagne. Je suis simplement, enfin, exactement là où j'ai toujours été censée être. En raccrochant, j'ai continué mon chemin sur l'allée du campus. Environ 10 minutes plus tard, j'ai atteint les portes de la bibliothèque universitaire. Les mêmes portes vitrées que j'avais poussées d'innombrables fois au cours des 3 dernières années brillaient doucement au soleil. Je suis entrée. La bibliothèque était calme. Je me suis installée à ma place préférée près de la fenêtre, j'ai posé ma thèse et j'ai sorti ce journal à couverture rigide bleu foncé. La première note d'il y a 3 ans était toujours là. L'écriture était un peu tremblante. Mes mains tremblaient quand je l'ai écrite. Pourquoi l'ai-je laissé me traiter ainsi? J'ai tourné jusqu'à la toute dernière page. La page d'aujourd'hui était vide, n'attendant qu'à être remplie. J'ai débouché mon stylo et écrit la dernière note. Il y a 3 ans, j'ai fui un mariage. Je pensais fuir un homme. Plus tard, j'ai réalisé que je fuyais une version obsolète de moi-même. Cette ancienne version n'était pas mauvaise. Elle était simplement restée enfermée au mauvais endroit, pendant trop longtemps. Elle confondait les besoins des autres avec sa propre mission. Elle portait le sacrifice comme une preuve d'amour. Elle pensait qu'être nécessaire signifiait avoir de la valeur. La femme que je suis aujourd'hui n'a plus besoin de ce genre de preuves. Je m'appelle Camille Foster, docteur en droit, 35 ans, célibataire, je ne suis l'épouse de personne. Le conseiller juridique gratuit de personne, le donneur d'organes de personne, le dommage collatéral de personne. Je suis moi, entière, indépendante, et n'ayant besoin d'absolument personne d'autre pour définir ma valeur. Alors que je fermais le journal, la lumière du soleil a totalement percé les nuages, inondant tout le bureau. J'ai rebouché mon stylo, je l'ai glissé dans ma poche, j'ai ramassé ma thèse usée et je me suis dirigée vers la sortie. Derrière les portes, le printemps de Copenhague m'attendait, la glace fondait, et je marchais droit vers le soleil.